un dossier verrouillé sur l'ordinateur de ma femme. Quand j'ai découvert ce qu'il cachait, j'ai compris que les 10 dernières années de ma vie étaient un mensonge. Escorte de luxe, photos explicites, archives d'une agence. Mon fils harcelé à l'école, ma femme qui veut mourir, moi viré de mon travail, et des inconnus qui nous traquent pour nous détruire. Vous pensez savoir comment cette histoire se termine ? Vous avez tort, parce que parfois, la vérité la plus sombre cache aussi le courage le plus puissant. Et l'amour véritable ne se mesure pas dans les moments faciles, mais quand tout s'effondre. Vous êtes sur Histoire d'infidélité. Écrivez en commentaire de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait. Chaque commentaire nous aide à continuer. Accrochez-vous, cette histoire va vous bouleverser. La pluie tambourinait contre les fenêtres de notre appartement avenue Victor Hugo. J'étais assis dans le salon, terminant un café refroidi, tentant de déchiffrer ma déclaration fiscale. Alicia couchait Léon. Sa voix me parvenait depuis la chambre d'enfant, douce, apaisante. Mon ordinateur portable avait planté et j'ai décidé d'utiliser son vieux Samsung qui prenait la poussière sur une étagère du placard. Je l'ai allumé, attendu le démarrage. Sur le bureau, des dossiers avec des photos, des documents, rien de particulier. Je voulais simplement ouvrir le navigateur, mais j'ai cliqué par accident sur un dossier intitulé « Personnel 2010 ». Il était protégé par un mot de passe. Étrange. En 10 ans de mariage, je n'avais jamais été confronté au fait qu'Alicia me cache quelque chose. Nous avions toujours été ouverts l'un envers l'autre. Ou c'est ce que je croyais. J'ai essayé d'entrer sa date de naissance. Rien. Puis la date de notre mariage. Raté également. À ce moment-là, la porte de la pièce est ouverte brusquement et Alicia a fait irruption à l'intérieur si violemment, comme si quelqu'un la poursuivait. Son visage avait pâli. Ses yeux s'étaient écarquillés. Elle s'est précipitée, m'a pratiquement arraché l'ordinateur des mains et a refermé le capot. Ses mains tremblaient. Je la regardais, ne comprenant pas ce qui se passait. Nous étions mariés depuis 10 ans et je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Elle a tenté de sourire, mais c'était forcé. Elle a dit que c'était juste de vieilles notes d'université, des écrits personnels qu'elle ne voulait montrer à personne. Sa voix sonnait faux, trop rapide. Les mots se bousculaient. J'ai demandé pourquoi elle était si nerveuse à cause de simples notes. Alicia s'est détournée, a serré l'ordinateur contre sa poitrine et a répondu qu'il y avait là simplement des bêtises de journal intime qu'elle tenait à l'université. Elle avait honte de ce qu'elle écrivait à l'époque. J'ai essayé de plaisanter. J'ai dit que tout le monde avait écrit des sottises dans sa jeunesse. Mais elle ne riait pas. Elle restait là, tenant l'ordinateur et regardant ailleurs. Puis elle a dit qu'elle était fatiguée et est partie dans la chambre. Elle a fermé la porte doucement, mais j'ai entendu le clic du verrou. Je suis resté assis dans le salon, fixant le mur. Quelque chose n'allait pas. Durant toutes ces années de vie commune, Alicia n'avait jamais verrouillé la porte, n'avait jamais caché ses pensées, ses émotions, ses inquiétudes. Nous discutions de tout, des finances aux désirs intimes. Et là, soudain, un dossier protégé par mot de passe et la panique dans ses yeux. La pluie s'intensifiait. Je me suis levé, me suis approché de la fenêtre. La rue était déserte, les lampadaires se reflétaient dans les flaques. Mes pensées s'embrouillaient. Peut-être que j'exagérais simplement. Peut-être qu'elle avait vraiment honte de quelques écrits de jeunesse. Mais alors, pourquoi une telle réaction ? Pourquoi ce verrou sur la porte ? Je suis retourné au bureau. J'ai essayé de me concentrer sur les documents. Impossible. Dans ma tête tournaient les questions. Qu'y a-t-il dans ce dossier ? Pourquoi a-t-elle eu si peur ? Est-ce qu'après 10 ans, je ne connaissais pas ma femme ? Léon s'est mis à pleurer dans son sommeil. J'ai entendu Alicia sortir de la chambre et aller vers lui. Ses pas étaient lourds, lents. Je ne bougeais pas. J'écoutais comment elle calmait notre fils, lui fredonnait une berceuse. Sa voix tremblait. Quand elle est revenue dans la chambre, j'étais toujours assis dans le salon. L'horloge indiquait 11h30. J'ai pris mon téléphone. J'ai voulu lui envoyer un message, demander si tout allait bien, mais j'ai changé d'avis. J'ai reposé le téléphone. Dans l'appartement voisin, quelqu'un avait allumé la télévision. Des voix étouffées de commentateurs, des bruits de matchs de football. La vie ordinaire continuait. Et moi, j'étais assis là, sentant quelque chose commencer à s'effondrer à l'intérieur.
Je me suis souvenu de notre rencontre. Alicia avait 26 ans, j'en avais 28. Elle travaillait dans une agence de publicité, moi dans une entreprise informatique. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement d'entreprise d'un client commun. Elle riait à mes plaisanteries. J'admirais son esprit vif. 3 mois plus tard, je lui ai fait ma demande. Elle a accepté sans hésiter. Tout était parfait. Trop parfait, me semblait-il maintenant. J'ai essayé de me rappeler les bizarreries que je n'avais pas remarquées auparavant. Alicia ne racontait jamais en détail ses années d'université. Elle parlait en termes généraux. Elle étudiait en pédagogie, elle faisait des petits boulots, elle louait une chambre avec une amie. Quand je l'interrogeais sur ses parents, elle répondait brièvement « Ma mère vit à Tours, je n'ai pas de père » et n'en disait pas plus. Un jour, il y a 3 ans environ, nous avions croisé une ancienne camarade de promotion dans un centre commercial. La fille avait regardé Alicia bizarrement, avait marmonné quelque chose à propos d'une rencontre inattendue et était partie rapidement. Alicia avait dit alors qu'elle n'était pas vraiment amie. Je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, tout cela formait une mosaïque inquiétante. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la pièce. L'odeur de poussière des vieux livres sur l'étagère, l'odeur sèche de marc de café dans la cafetière. Dehors, quelqu'un a claqué une portière de voiture. Des rires ont retenti. La vie suivait son cours, et moi je me tenais au milieu du salon, comprenant que pour la première fois en 10 ans, je ne faisais pas confiance à ma femme. La porte de la chambre restait fermée. Je me suis approché, j'ai tendu l'oreille. Silence. Je voulais frapper, mais ma main est restée figée dans l'air. Que dirais-je? Pourquoi t'es-tu enfermé? Montre-moi ce dossier. Ça sonne paranoïaque. Je suis retourné dans le salon, me suis allongé sur le canapé. J'ai essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Dans ma tête repassait la même scène. Son visage blême, ses mains tremblantes, l'ordinateur serré contre sa poitrine. Que cache-t-elle? Vers 2 heures du matin, je l'ai entendu sortir pour aller aux toilettes. Des pas prudents, furtifs. Puis elle est revenue. La porte s'est refermée de nouveau. Je restais allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Le matin, Alicia s'est comportée comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner, a réveillé Léon. Elle a préparé pour l'école, souriait, plaisantait sur le fait que notre fils avait encore oublié son cahier de mathématiques à la maison. Mais quand nos regards se croisaient, elle détournait rapidement les yeux. Je me préparais pour le travail. J'essayais d'agir naturellement. J'ai demandé comment elle avait dormi. Alicia a répondu que normalement, juste un peu mal à la tête. J'ai hoché la tête, me suis servi du thé. Nous étions assis à table et un silence étrange s'était installé entre nous. Léon racontait quelque chose sur l'école, sur le nouveau professeur de sport, mais je n'écoutais qu'à moitié. Je regardais Alicia. Elle tripotait sa bouillie dans son assiette, ne mangeait presque rien. Quand je partais, elle m'a embrassé sur la joue, rapidement, mécaniquement. Avant, elle m'embrassait sur les lèvres. Je suis sorti de l'appartement avec un sentiment lourd dans la poitrine. Au travail, je ne pouvais pas me concentrer. Mon collègue Baptiste m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti. J'ai dit que je n'avais simplement pas assez dormi. Il a raconté une histoire quelconque sur sa petite amie, mais je n'écoutais pas. Mes pensées revenaient à Alicia, à ce dossier protégé, à son regard effrayé. Pendant la pause déjeuner, j'ai appelé Nathan. Nous étions amis depuis le lycée. Il était le seul à qui je pouvais me confier. Nathan travaillait dans un cabinet juridique, abordait toujours la vie avec une dose de cynisme, mais il était loyal et honnête. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la veille. Nathan est resté silencieux un moment, puis a dit que peut-être j'exagérais vraiment. Les femmes sont parfois étranges, chacun a ses secrets. J'ai objecté que ça ne ressemblait pas à Alicia. Nathan a soupiré et a proposé qu'on se voie le soir pour en discuter calmement. Le soir, je suis rentré à la maison. Alicia était assise dans la cuisine, au téléphone. Quand elle a entendu mes pas, elle a rapidement terminé la conversation et a raccroché. J'ai demandé qui appelait. Elle a répondu que son amie Justine voulait nous inviter à la campagne. Sa voix était régulière, mais ses mains tremblaient encore. J'ai hoché la tête. Je suis allé dans la chambre. Léon faisait ses devoirs. Je l'ai aidé avec un problème de mathématiques, mais mes pensées étaient ailleurs. Mon fils a demandé pourquoi j'étais si triste. J'ai souri. J'ai dit que j'étais simplement fatigué. Léon m'a serré dans ses bras et j'ai senti tout se contracter à l'intérieur. Que se passerait-il si mes soupçons se confirmaient?
Comment cela l'affecterait-il? Plus tard, quand Léon s'est couché, j'ai essayé de parler avec Alicia. Je lui ai demandé si elle ne voulait pas me raconter quelque chose. Elle m'a regardé avec surprise, a demandé de quoi je parlais. J'ai mentionné la soirée de la veille, l'ordinateur, sa réaction. Alicia a froncé les sourcils, a dit que je réfléchissais trop. C'était vraiment juste des notes personnelles, rien d'important. J'ai insisté. Pourquoi alors tant de secrets? Elle s'est enflammée, a dit que chacun avait droit à un espace personnel. Est-ce que je ne lui faisais pas confiance? Je me suis tu. Est-ce que je lui faisais confiance? Avant, oui, sans condition. Maintenant, je ne savais plus. Alicia est sortie sur le balcon fumer. Elle avait arrêté il y a plusieurs années, mais parfois, dans des situations stressantes, elle reprenait une cigarette. J'étais debout à la fenêtre et je la regardais là-bas, les bras croisés autour d'elle, fixant le ciel nocturne. Les épaules voûtées, la tête baissée. Quelque chose s'était passé. Quelque chose dont elle ne voulait pas parler. Et je ne savais pas si j'étais prêt à connaître la vérité. Les jours suivants se sont transformés en torture. Je ne pouvais pas chasser de ma tête cette soirée, ce dossier protégé, la panique dans les yeux d'Alicia. Chaque fois qu'elle prenait son téléphone et sortait parler sur le balcon ou dans le couloir, je sentais tout se contracter à l'intérieur. Avant, elle parlait tranquillement en ma présence. Maintenant, chaque appel devenait un prétexte pour s'isoler. J'ai commencé à remarquer des détails qui passaient inaperçus auparavant. Alicia se mettait à rentrer plus tard du travail, alors qu'avant elle arrivait toujours vers 18h pour récupérer Léon à la garderie. Maintenant, elle appelait et me demandait de le faire. Elle disait qu'ils avaient des rushs, des présentations, des rendez-vous clients. Peut-être que c'était vrai, peut-être pas. Un matin, je suis entré dans la salle de bain juste après elle. Son téléphone était posé sur l'étagère. Elle l'avait oublié en allant à la cuisine préparer le petit déjeuner. L'écran était déverrouillé. Je savais que c'était mal, mais ma main s'est dirigée toute seule vers le téléphone. J'ai ouvert la messagerie. J'ai fait défiler les derniers messages. Des conversations avec son amie Justine, avec des collègues, avec sa mère. Rien de suspect. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'une conversation avait été supprimée. Dans les archives, il ne restait qu'une trace, sans nom de contact. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de restaurer, mais je n'ai pas eu le temps. Alicia est revenue chercher son téléphone. Elle a vu que je le tenais dans mes mains et son visage s'est déformé. Ni colère ni ressentiment, de la déception. Elle a demandé doucement « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai menti. J'ai dit que je voulais voir l'heure. Alicia a repris son téléphone, n'a rien dit et simplement sorti de la salle de bain. Je me sentais comme le dernier des salauds. Fouiller dans le téléphone de quelqu'un d'autre, c'est bas. Mais elle cachait bien quelque chose, non? J'essayais de me justifier, mais c'était écœurant jusqu'à la nausée. Au travail, j'arrivais à peine à accomplir mes tâches. Baptiste m'a encore demandé si tout allait bien. J'ai éludé. J'ai dit que j'avais des problèmes de santé. Il m'a conseillé de prendre un congé, de me reposer. Mais le repos n'aurait pas aidé. Mes pensées tournaient autour d'une seule chose. Que cachait ma femme? Le soir, Nathan et moi nous sommes retrouvés dans un bar rue de Rivoli. Il était déjà assis à une table, devant lui un verre de bière. J'ai commandé un whisky, alors que d'habitude, je ne buvais pas d'alcool fort. Nathan a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Je lui ai tout raconté. Le téléphone, les messages supprimés, comment Alicia était devenue distante. Nathan écoutait en silence, sirotant sa bière. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise et a soupiré. Il a dit que je me comportais comme un paranoïaque. Les messages supprimés pouvaient être n'importe quoi, du spam, de la publicité, une conversation avec une ancienne collègue qui lui était désagréable. J'ai objecté que ça n'expliquait pas le dossier sur l'ordinateur. Nathan a haussé les épaules et a remarqué que tout le monde avait quelque chose de personnel qu'on ne voulait montrer même aux proches. Mais ensuite il s'est tu, a fait tourner son verre dans ses mains et a ajouté qu'un jour il avait croisé Alicia dans la rue, il y a environ 4 ans. Elle était avec un homme. Ils étaient assis dans un café, parlaient sérieusement de quelque chose. Nathan n'était pas allé les voir. Il avait pensé que c'était une rencontre professionnelle. Mais ensuite, il avait trouvé étrange qu'Alicia n'en ait pas parlé. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'ai demandé pourquoi il s'était tu pendant 4 ans. Nathan a répondu qu'il n'y avait rien vu de criminel. C'était peut-être vraiment une réunion de travail, peut-être une vieille connaissance. Pourquoi déclencher un scandale pour rien?
J'ai fini mon whisky d'un trait. J'en ai commandé un autre. Nathan a posé sa main sur mon épaule, a dit que je devais parler directement avec Alicia, tout clarifier, honnêtement, sans espionner les téléphones ni faire des interrogatoires. J'ai acquiescé, mais je comprenais que je n'étais pas prêt pour une telle conversation. J'avais peur d'entendre la vérité. Nous sommes restés au bar jusqu'à minuit. Nathan racontait son travail, une énième affaire de divorce où les époux se disputaient un appartement et un chien. J'écoutais à moitié, hochais la tête au bon moment. Puis il a reparlé d'Alicia, a dit qu'il l'avait toujours trouvée étrange. Pas dans le mauvais sens, juste fermée. Elle ne parlait jamais de son passé, esquivait toujours les sujets personnels. Je me suis défendu. J'ai dit qu'elle était simplement réservée. Nathan a souri et a remarqué que la réserve et la dissimulation étaient deux choses différentes. Je me suis mise en colère. J'ai dit qu'il ne la connaissait pas comme moi. Nathan a levé les mains en signe d'apaisement, a dit qu'il ne voulait pas offenser, qu'il exprimait juste une observation. Quand je suis rentré à la maison, Alicia dormait déjà ou faisait semblant de dormir. Je me suis déshabillé, me suis allongé à côté d'elle. Je sentais sa tension bien qu'elle reste immobile. J'ai tendu la main. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle s'est écartée. Elle a marmonné quelque chose comme quoi elle avait chaud. Je restais allongé les yeux ouverts, écoutant sa respiration. Avant, nous nous endormions enlacés. Maintenant, un mur invisible s'était dressé entre nous. Le lendemain, j'ai décidé d'agir. Je suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé le profil de cette ancienne camarade de promotion d'Alicia que nous avions croisée au centre commercial. Patricia, il me semble qu'elle s'appelait. Je lui ai écrit un message. Je me suis présenté comme le mari d'Alicia. J'ai demandé à la rencontrer. J'ai dit que je voulais en savoir plus sur les années universitaires de ma femme pour préparer une surprise pour notre anniversaire. Le mensonge était maladroit, mais Patricia a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Belleville. Elle est arrivée en retard, avait l'air méfiante, s'est assise en face de moi, a commandé un cappuccino. J'ai commencé de loin, posant des questions sur l'université, sur les connaissances communes. Patricia répondait par monosyllabes, détournait souvent le regard. Puis je suis passé aux choses sérieuses. J'ai demandé ce qu'Alicia faisait pendant ses études, comment elles étaient amies. Patricia a grimacé, a dit qu'elles n'étaient pas vraiment amies, qu'elles étudiaient simplement dans le même groupe. J'ai insisté. Patricia a soupiré et a avoué qu'Alicia était étrange, qu'elle avait toujours de l'argent, alors qu'elle disait que ses parents ne l'aidaient pas. Elle louait un bel appartement, s'habillait cher. Les autres étudiantes étaient jalouses. J'ai demandé d'où venait l'argent. Patricia a haussé les épaules, a dit qu'il y avait des rumeurs sur un riche bienfaiteur, mais que c'était juste des ragots. Personne ne savait rien avec certitude. Alicia restait à l'écart, ne partageait rien de sa vie privée. J'ai senti tout se glacer à l'intérieur. Un bienfaiteur, un homme riche. Est-ce que Alicia? Non, c'était impossible. Je ne me suis pas laissé finir cette pensée. Patricia a regardé sa montre, a dit qu'elle devait partir. Je l'ai remerciée. Nous nous sommes dit au revoir. Elle est partie et je suis resté assis à fixer une tasse de café vide. Le soir à la maison, Alicia est encore sortie sur le balcon avec son téléphone. Je l'observais par la fenêtre. Elle a parlé longtemps, 15 minutes environ. Le visage sérieux. Elle hochait parfois la tête. Quand elle est revenue, elle a dit que c'était sa mère qui demandait de l'aide pour des documents de retraite. J'ai hoché la tête, même si je ne croyais pas un seul mot. Léon faisait ses devoirs dans sa chambre. Je suis entré, me suis assis au bord du lit. Il a demandé pourquoi maman et moi nous ne parlions presque plus. J'ai essayé d'expliquer que les adultes traversaient parfois des périodes difficiles, mais que tout s'arrangerait. Léon a acquiescé, mais j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. 9 ans, et il sentait déjà que la famille se fissurait. La nuit, j'ai rêvé d'Alicia. Nous étions jeunes, nous venions de nous rencontrer. Elle riait, et son rire était léger, sincère. Puis le rêve a changé. Elle se tenait dans une pièce sombre entourée d'hommes en costume. Elle pleurait, et je ne pouvais pas m'approcher d'elle. Je me suis réveillé en sueur froide. Alicia dormait à côté de moi, recroquevillée en boule, le visage enfoui dans l'oreiller. Je voulais la réveiller, la prendre dans mes bras, lui dire que je l'aimais, que j'étais prêt à tout accepter, mais la peur me paralysait. Et si la vérité s'avérait insupportable? Au travail, je tenais à peine le coup. Les collègues m'évitaient, sentaient que quelque chose n'allait pas chez moi. Baptiste est passé à midi.
a apporté une pizza, a essayé d'engager la conversation. Je me suis emporté. J'ai dit que je voulais rester seul. Il a été vexé, mais il est parti. Le soir, nous sommes allés chez Nathan et sa copine Victoire avec Alicia. Alicia ne voulait pas au début. Elle a dit qu'elle était fatiguée, mais j'ai insisté. J'ai dit que nous devions nous changer les idées. Elle a accepté à contre-cœur. Chez Nathan, nous avons bu du vin, joué à des jeux de société. Victoire essayait de détendre l'atmosphère, plaisanter, raconter des histoires drôles du travail. Alicia souriait poliment, mais ses yeux restaient tristes. Nathan m'a coincé dans la cuisine pendant que je coupais du fromage, a demandé doucement si j'avais trouvé quelque chose. Je lui ai raconté ma rencontre avec Patricia, les rumeurs sur le bienfaiteur. Nathan a froncé les sourcils, a dit que ça ne prouvait encore rien. Les étudiants font toujours des ragots. Peut-être qu'Alicia avait simplement des petits boulots quelque part, et que les jalouses avaient inventé l'histoire du riche homme. Je voulais y croire, mais les doutes me rongeaient de l'intérieur. Quand nous sommes partis, Victoire a serré Alicia dans ses bras, lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Alicia a hoché la tête, s'est essuyé les yeux. J'ai demandé dans la voiture de quoi elle parlait. Alicia a répondu que Victoire nous souhaitait simplement bonne chance. Bonne chance pourquoi ? Alicia n'a rien dit. À la maison, j'ai trouvé un vieil album photo. J'ai feuilleté les clichés, scrutant le visage de la jeune Alicia. Sur une photo, elle se tenait devant un restaurant chic dans une robe élégante. Je ne me souvenais pas de cette photo. Je l'ai retournée. Au dos, une date, 2012. À cette époque, nous ne nous connaissions pas encore. J'ai montré la photo à Alicia. J'ai demandé où elle avait été prise. Elle y a jeté un coup d'œil rapide, a dit qu'elle ne se souvenait pas. Probablement l'anniversaire de quelqu'un. J'ai demandé de qui. Alicia a répondu avec irritation que ça faisait plus de 10 ans. Elle n'était pas obligée de se souvenir de chaque fête. Je n'ai pas lâché prise. J'ai fait remarquer que la robe avait l'air chère. Avec quoi l'avait-elle achetée si elle n'avait pas d'argent ? Alicia s'est enflammée, a dit d'arrêter de l'interroger. Peut-être qu'elle l'avait empruntée à une amie. Peut-être qu'elle l'avait achetée en solde. Quelle différence ? Je me suis tu. Elle est partie dans la chambre en claquant la porte. Je suis resté assis avec l'album, examinant d'autres photos. Sur beaucoup d'entre elles, Alicia était bien habillée devant des endroits chics. Elle avait toujours dit que les années universitaires avaient été difficiles, qu'elle arrivait à peine à joindre les deux bouts. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Je me suis levé, je suis sorti dans la cuisine, j'ai préparé du thé, je me suis assis près de la fenêtre à regarder la ville endormie, les lampadaires, les rues vides, les voitures rares. Quelque part là-bas, dans cette immense ville, se cachaient les réponses à mes questions. Mais j'avais peur de les trouver. J'ai commencé à chercher des traces du passé d'Alicia partout où je pouvais. C'est devenu une idée obsessionnelle. Le matin, quand elle partait au travail et Léon à l'école, je restais à la maison sous prétexte de télétravail et je fouillais les placards, les tiroirs, les vieilles boîtes sur les étagères hautes. Dans l'une des boîtes, j'ai trouvé une liasse de reçus, soigneusement pliée dans une enveloppe. Tous datés de 2011 à 2013. Des restaurants chers, des boutiques, des salons de beauté. Des sommes impressionnantes, 50, 75, 100 € à la fois. Pour une étudiante, c'était énorme. J'ai photographié plusieurs reçus sur mon téléphone. Je les ai remis en place. Puis j'ai trouvé une vieille carte SIM dans un coffret à bijoux. Le numéro de téléphone commençait par un code d'opérateur inconnu. Je l'ai inséré dans mon vieux téléphone, mais la carte était bloquée. J'ai essayé de la restaurer auprès de l'opérateur, mais on m'a dit que le numéro n'était plus en service depuis longtemps. Le contrat avait été résilié en 2014. Chaque découverte ajoutait des détails à la mosaïque que je ne voulais pas assembler, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Au travail, j'ai commis une erreur grave dans le code. Le programme a planté. Le client était furieux. Mon patron m'a convoqué dans son bureau, m'a passé un savon. J'étais assis devant lui et j'acquiesçais. J'étais d'accord avec tout, mais les mots passaient à côté. Dans ma tête tournaient les questions sur Alicia, sur ses reçus, sur l'ordinateur verrouillé. Baptiste m'a attrapé après l'entretien avec le patron, a dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'avais l'air d'un zombie. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas normalement, je faisais des erreurs sans raison. Il m'a proposé de prendre des congés, de régler ce qui me rongeait. J'ai promis d'y réfléchir, mais je savais que les congés n'aideraient pas. Le problème ne disparaîtrait pas tant que je ne connaîtrais pas la vérité. Le soir, j'ai tenté une démarche désespérée.
J'ai écrit à plusieurs anciens camarades de promotion d'Alicia sur les réseaux sociaux. Je me suis présenté comme un chercheur préparant un article sur les diplômés de l'université pédagogique de ces années-là. Je demandais s'ils se souvenaient d'Alicia Moreau, comment elle était. Seulement 2 ont répondu. Le premier gars a écrit qu'il se souvenait vaguement, une fille discrète qui restait à l'écart. La deuxième, Jules, s'est montrée plus bavarde. Elle a avoué qu'Alicia avait été une énigme pour tout le monde. Elle apparaissait rarement à l'université, assistait aux cours de façon sporadique, mais réussissait brillamment ses examens. Elle vivait clairement pas comme une étudiante, fréquentait des gens étranges, pas de leur milieu. J'ai demandé à Jules ce qu'elle entendait par gens étranges. Jules a répondu évasivement, a dit que c'était des hommes plus âgés qui venaient chercher Alicia dans des voitures chères. Une fois, elle avait vu Alicia monter dans une Mercedes noire aux vitres teintées. Les filles de la résidence chuchotaient qu'elle sortait avec un homme d'affaires marié. J'ai senti mon estomac se contracter. J'ai demandé à Jules d'en dire plus. Elle a écrit qu'elle n'en savait pas davantage. C'était juste des rumeurs. Mais tout le monde remarquait qu'Alicia vivait sur un grand pied sans source de revenus visible. Officiellement, elle ne travaillait nulle part. Ses parents ne lui donnaient pas d'argent. D'où venait alors l'argent? J'ai remercié Jules et j'ai fermé la conversation. Mes mains tremblaient. Je me suis levé. J'ai fait les 100 pas dans la pièce. Dehors, il faisait nuit. Les lampadaires s'étaient allumés. L'appartement était silencieux. Léon était à l'anniversaire d'un ami. Alicia était encore en retard du travail. Je me suis servi un whisky, même si j'avais promis de ne pas boire seul. J'ai pris une grande gorgée. La brûlure dans la gorge m'a dégrisé une seconde. Qu'est-ce que je faisais? Je fouillais dans le passé de ma femme comme un enquêteur. J'interrogeais des gens que je ne connaissais pas. Je vérifiais des reçus vieux de 10 ans. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque détail confirmait les pires soupçons. J'ai appelé Nathan. Il n'a pas décroché tout de suite. J'ai dit que j'avais trouvé de nouvelles preuves. Nathan a soupiré et a demandé pourquoi je continuais à me torturer. Ne valait-il pas mieux simplement parler avec Alicia? J'ai répondu qu'elle n'avouerait pas, qu'elle mentirait comme avant. Nathan a objecté que je ne lui avais pas donné sa chance, que je ne lui avais pas demandé directement, que je n'avais pas essayé de construire une conversation honnête. Je me suis énervé. J'ai dit qu'il ne comprenait pas. Nathan m'a interrompu, a fait remarquer qu'il comprenait plus que je ne le pensais. Ses clients détruisaient constamment leur mariage avec des soupçons et de la méfiance. Parfois les soupçons étaient fondés, parfois non, mais fouiller dans le linge sale finissait toujours mal. J'ai raccroché sans dire au revoir. J'ai fini mon whisky d'un trait. Ma tête tournait. Je me suis allongé sur le canapé. J'ai fixé le plafond. La lumière du lustre me blessait les yeux. Alicia est rentrée vers 21h. J'ai entendu la porte s'ouvrir, comment elle a retiré ses chaussures et passé dans la cuisine. Puis ses pas se sont dirigés vers le salon. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, m'a regardé, a demandé pourquoi je n'avais pas dîné. J'ai répondu que je n'avais pas faim. Alicia s'est approchée, s'est assise à côté de moi sur le canapé. Je sentais l'odeur de son parfum, familier et autrefois aimé. Maintenant, il provoquait des émotions contradictoires. Elle a posé sa main sur mon épaule, a demandé doucement ce qui se passait. Je me suis écarté, me suis levé. J'ai dit que tout allait bien, que j'étais juste fatigué. Alicia n'y a pas cru. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a demandé pourquoi je me détournais d'elle, pourquoi je me comportais si froidement. Je voulais tout déballer, tout ce qui s'était accumulé, les reçus, les rumeurs, la Mercedes aux vitres teintées. Mais ma langue refusait. Au lieu de ça, j'ai dit que nous devions parler sérieusement. Alicia a hoché la tête. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Elle a préparé du thé, a posé une tasse devant moi. Ses mains tremblaient encore. J'ai commencé de loin. J'ai dit que je sentais une distance entre nous, qu'elle était devenue secrète, distante. Alicia a baissé les yeux, a reconnu qu'elle était tendue ces derniers temps. Des problèmes au travail, des clients exigeants, la direction qui pressait. J'ai demandé si c'était seulement le travail. Elle m'a regardé. Dans son regard se lisait une supplication, ne creuse pas plus loin. Mais je creusais. J'ai demandé à propos de ce dossier sur l'ordinateur. Qu'y avait-il dedans? Pourquoi tant de secrets? Alicia a serré la tasse des 2 mains, ses jointures ont blanchi. Elle a répondu que c'était des notes personnelles, son journal intime. Elle ne voulait pas que quiconque le lise, même moi. J'ai insisté,
Nous étions mari et femme, 10 ans ensemble. N'avait-elle pas confiance en moi? Alicia s'est enflammée. A dit que la confiance ne signifiait pas l'absence totale de limites personnelles. Chacun avait droit à sa vie privée. Est-ce que je ne comprenais pas? Je comprenais, mais je ne pouvais pas accepter. J'ai demandé pour les années universitaires. D'où venait l'argent pour les restaurants chers, les robes, les salons? Alicia a pâli, a demandé comment je le savais. J'ai avoué que j'avais trouvé les reçus. Elle s'est levée brusquement, la chaise est tombée. Elle a crié que j'avais fouillé dans ses affaires. Comment j'avais osé? Je me suis levé aussi. J'ai crié en retour que j'avais le droit de savoir avec qui je vivais. Alicia a attrapé son sac, s'est dirigée vers la sortie. Je lui ai barré le chemin, j'ai exigé une réponse. Elle m'a repoussé, pas fort, mais j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Elle a ouvert la porte et est sortie en la claquant si fort que les vitres ont tremblé. Je suis resté debout au milieu de la cuisine. Le silence pesait. J'ai compris que j'avais franchi une ligne, mais il était trop tard. Le lendemain, Alicia n'est pas apparue, ne répondait ni aux appels ni aux messages. J'ai récupéré Léon à l'école moi-même. Il a demandé où était maman. J'ai menti en disant qu'elle était partie chez sa grand-mère pour des affaires urgentes. Léon n'y a pas cru, mais n'a pas insisté. Le soir, Nathan est venu chez moi. Je lui ai raconté la dispute. Il a secoué la tête, a dit que j'étais un idiot. Ce n'était pas comme ça qu'ont commencé les conversations importantes. Pas avec des accusations et des interrogatoires. J'ai demandé comment alors. Nathan a répondu qu'il fallait de l'honnêteté. J'aurais dû dire que j'avais peur, que j'étais perdu, que j'avais besoin d'aide, au lieu d'organiser une inquisition. Nous étions assis dans la cuisine, buvions de la bière. Nathan a raconté l'histoire d'un de ses clients. Un homme soupçonnait sa femme d'infidélité, la suivait, vérifiait ses téléphones, avait engagé un détective. Il s'était avéré que la femme préparait simplement une surprise pour son anniversaire, organisait une fête, rencontrait des amis en secret. Quand tout avait été révélé, la femme avait demandé le divorce. Pas parce que le mari s'était trompé, mais parce qu'il n'avait pas eu confiance. J'ai compris l'allusion, mais ma situation était différente. Je n'inventais pas de problème. Les reçus étaient réels. Les rumeurs venaient de vraies personnes. Les réactions étranges d'Alicia étaient réelles aussi. Nathan a fini sa bière, s'est levé, a dit que je devais m'excuser, parler normalement avec Alicia, l'écouter, lui donner une chance d'expliquer. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas sûr d'en être capable. La nuit, je n'ai pas dormi. J'écrivais des messages à Alicia, les effaçais, écrivais à nouveau. Finalement, j'ai envoyé un court. Pardon, parlons. Elle l'a lu, mais n'a pas répondu. Le lendemain matin, la mère d'Alicia a appelé. Sa voix était froide, dure. Elle a dit que sa fille était chez elle, que j'avais réduit la petite aux larmes, à l'hystérie, que je devais la laisser tranquille. J'ai essayé d'expliquer que je voulais simplement comprendre. La mère d'Alicia m'a interrompu, a dit que je me comportais comme un enquêteur, pas comme un mari, et a raccroché. Je me suis senti comme le dernier des misérables. Tout s'effondrait autour de moi. Ma femme était partie. Ma belle-mère me détestait. Mon fils me regardait avec des yeux effrayés. Mon travail partait en vrille. Le soir, j'ai de nouveau rencontré Nathan. Nous étions assis dans un bar. Je me suis saoulé. Je lui racontais par bribes tout ce que j'avais découvert. Nathan écoutait, hochait parfois la tête. Puis il a dit une phrase qui m'a dégrisé une seconde. « As-tu pensé que si elle cache vraiment quelque chose de lourd, elle avait peut-être des raisons de ne pas en parler? Peut-être qu'elle avait peur que tu ne l'acceptes pas. » Je n'ai pas répondu, parce que je ne connaissais pas la réponse. À la maison, j'ai trouvé une lettre d'Alicia. Elle écrivait qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Qu'elle reviendrait quand je serais prêt à l'accepter telle qu'elle était. Je serrais la lettre dans ma main, telle qu'elle était. Je ne savais toujours pas. 3 jours sans Alicia se sont transformés en enfer. J'allais au travail comme un zombie. Je rentrais dans un appartement vide. Je réchauffais des plats pour Léon. Je l'aidais avec ses devoirs. Mon fils ne me parlait presque plus. Quand j'essayais d'expliquer que maman reviendrait bientôt, il se tournait vers le mur. Un soir, alors que je le couchais, Léon a soudain demandé si nous allions divorcer. Je me suis figé. Ses yeux étaient pleins de peur. Je me suis assis à côté de lui. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit que non, que nous traversions simplement une période difficile.
Toutes les familles passaient par là. Léon s'est blotti contre mon épaule et a pleuré doucement, de façon étouffée. J'avais envie de pleurer avec lui. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il fallait agir. J'ai écrit à Alicia. J'ai demandé un rendez-vous. Elle a répondu 1 heure plus tard. Demain à 14 heures dans le parc près de la maison. J'ai accepté. La nuit, je n'ai encore pas dormi. Je repassais dans ma tête les conversations possibles. Que dirais-je? Comment commencerais-je? M'excuserais-je? Exigerais-je des explications? Au matin, je n'avais toujours pas trouvé les bons mots. J'ai pris un congé au travail. Baptiste m'a regardé avec compassion, n'a pas posé de questions. J'ai erré dans l'appartement jusqu'à 14 heures, buvant du café, regardant par la fenêtre. Le parc était presque désert. Milieu de journée de semaine, vent froid chassant les feuilles mortes. Alicia était assise sur un banc, emmitouflée dans un manteau gris. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux. Son visage était émacié, des cernes sous les yeux. Je me suis assis à côté d'elle. Nous sommes restés silencieux 2 bonnes minutes. Puis j'ai parlé le premier. Je me suis excusé pour mon comportement, pour les accusations, pour avoir fouillé dans ses affaires. J'ai dit que je ne voulais pas la blesser, que j'avais simplement perdu la tête face à l'inconnu. Alicia écoutait en silence, puis a demandé doucement si je voulais vraiment connaître la vérité. Étais-je prêt à entendre ce qui pourrait tout changer? J'ai hoché la tête, même si tout se contractait en moi de peur. Elle a soupiré, a commencé à raconter lentement, cherchant ses mots. Elle a dit que son enfance avait été difficile. Son père était parti quand elle avait 5 ans. Sa mère travaillait à 3 endroits pour joindre les 2 bouts. L'argent ne suffisait pour rien. Alicia rêvait depuis l'enfance de sortir de la misère. Quand elle est entrée à l'université, elle a compris que la bourse ne suffirait même pas pour manger. La résidence universitaire était surpeuplée. Y vivre était impossible. Elle a commencé à chercher des petits boulots, serveuse, hôtesse promotionnelle, n'importe quoi. Mais partout, on payait une misère. Un jour, une connaissance lui a proposé de gagner de l'argent autrement. Elle a dit qu'il y avait des hommes prêts à payer pour la compagnie de belles-filles. Simplement des dîners, des rencontres, des conversations. Alicia avait d'abord refusé, mais quand elle n'avait plus d'argent pour le loyer, quand elle risquait l'expulsion, elle avait accepté. J'écoutais, et tout se figeait à l'intérieur. Elle a continué. La première rencontre était avec un homme d'affaires d'une 50aine d'années. Un dîner dans un restaurant chic. Il était poli, racontait ses affaires, ne touchait pas. À la fin, il a donné une enveloppe avec de l'argent. 100 € pour 2 heures de conversation. Alicia s'est mise à pleurer. Je voulais la prendre dans mes bras, mais mes mains refusaient de bouger. Elle a essuyé ses larmes, a continué. Elle a dit qu'au début, c'était vraiment juste des rencontres, des dîners, des expositions, des théâtres. Les hommes payaient pour la compagnie, mais ensuite, les frontières avaient commencé à s'estomper. J'ai demandé d'une voix tremblante ce qu'elle voulait dire. Alicia m'a regardé dans les yeux, a dit directement « Oui, il y a eu d'autres services. Pas toujours, pas avec tous, mais il y en a eu. » Le monde a basculé. Je me suis levé du banc, me suis éloigné de quelques pas. Je ne pouvais plus respirer. Alicia m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Je restais debout, fixant le ciel, sentant tout se déchirer à l'intérieur. Elle s'est approchée par derrière, a dit que ça avait duré 2 ans. Puis elle avait terminé l'université, trouvé un travail normal, arrêté. Elle m'avait rencontré, était tombée amoureuse, avait décidé de commencer une nouvelle vie. Elle n'avait jamais voulu que je sache. Je me suis retourné, j'ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit plus tôt, quand nous avions commencé à nous fréquenter. Alicia a répondu qu'elle avait eu peur. Peur que je parte, que je n'accepte pas, que je détruise cette nouvelle vie qu'elle essayait de construire. J'ai demandé si elle avait eu des relations avec l'un de ces hommes après notre mariage. Alicia a secoué vigoureusement la tête, a juré que non, que depuis notre rencontre, elle m'était fidèle, que le passé était resté dans le passé. Je ne savais pas si je devais la croire. Je voulais la croire, mais la douleur était trop forte. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Alicia a hoché la tête, s'est retournée et est partie. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Le soir, j'étais seul à la maison. Léon dormait chez Nathan à ma demande. Je ne voulais pas que mon fils me voie dans cet état. Je me suis servi un whisky.
J'ai pris une gorgée, puis j'ai lancé le verre contre le mur. Il a volé en éclats. Je criais dans le vide. Je la maudissais. Je me maudissais d'être tombé amoureux, de ne pas avoir su plus tôt. Puis j'ai pleuré, assis par terre au milieu des débris. J'ai appelé Nathan tard dans la nuit. Il est arrivé une demi-heure plus tard, a ramassé les morceaux en silence, a préparé du thé fort, s'est assis à côté de moi. Je lui ai tout raconté. Nathan est resté longtemps silencieux, puis a dit que c'était vraiment difficile, qu'il comprenait ma douleur, mais a demandé « Et comment je me sens pour elle maintenant? Est-ce que je l'aime toujours ?» Je n'ai pas répondu. Je ne connaissais pas la réponse. Nathan a dit que j'avais 2 chemins. Le premier, partir, divorcer, commencer une nouvelle vie. Le deuxième, essayer d'accepter, de pardonner, d'avancer. Les 2 chemins étaient douloureux, mais le choix n'appartenait qu'à moi. Le lendemain, j'ai rencontré Justine, l'amie d'Alicia. Elle était l'une des rares à connaître le passé de ma femme. Nous étions assis dans un café. Justine racontait comment Alicia souffrait à l'époque, comment elle pleurait après chaque rencontre, comment elle se détestait, mais ne voyait pas d'issue. Justine a dit qu'Alicia avait vraiment changé quand elle m'avait rencontré, comme si elle revivait. Pour la première fois en des années, elle était devenue heureuse. Justine me demandait de ne pas détruire ce que nous avions construit, pour Alicia, pour Léon, pour moi-même. J'écoutais et je sentais la colère céder lentement la place à autre chose. De la pitié, de la compréhension, je ne sais pas. Le soir, la mère d'Alicia a appelé. Sa voix tremblait. Elle s'est excusée pour sa dureté la fois précédente. Elle a dit qu'Alicia m'avait dit la vérité. Qu'elle, la mère, était coupable du fait que sa fille ait dû traverser tout ça. Qu'elle n'avait pas pu subvenir à ses besoins, la protéger. J'ai répondu que je ne lui en voulais pas. La mère d'Alicia a pleuré au téléphone, m'a demandé de ne pas abandonner sa fille, a dit qu'Alicia m'aimait plus que tout au monde. J'ai raccroché et j'ai compris que j'étais fatigué. Fatigué de la colère, de la douleur, des tourments. Il fallait prendre une décision. J'ai écrit à Alicia. « Rentre à la maison. Nous devons parler. » Elle a répondu immédiatement. « J'arrive. » 1 heure plus tard, elle était là. Nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai pris sa main. J'ai dit que j'avais mal, que je ne savais pas si je pourrais oublier, mais que je voulais essayer pour nous, pour Léon. Alicia a éclaté en sanglots, m'a serré fort dans ses bras, murmurait des excuses. Je lui caressais les cheveux, sentant quelque chose dégeler à l'intérieur. Mais au milieu de la nuit, un cri m'a réveillé. « Léon !» J'ai bondi, j'ai couru dans sa chambre. Le lit était vide, la fenêtre grande ouverte. L'air froid s'engouffrait dans la pièce. Sur le rebord de la fenêtre, un mot, griffonné d'une main d'enfant. « Je vous gêne. Adieu. » Mon cœur s'est arrêté. Alicia a fait irruption derrière moi, s'est pris la tête dans les mains. Nous nous sommes précipités à la fenêtre. 1er étage. L'enfant avait pu descendre facilement. J'ai bondi dehors, Alicia derrière moi. Léon n'était visible nulle part. Je criais son nom, courais dans la cour. Alicia appelait toutes les connaissances, demandait si quelqu'un avait vu notre fils. Personne ne l'avait vu. J'ai appelé Nathan, il est arrivé en 20 minutes. Nous avons ratissé le quartier tous les 3, vérifié l'aire de jeu, l'école, la maison de son ami, nulle part. Alicia était au bord de la crise de nerfs. Je me contrôlais avec mes dernières forces. Nathan a proposé d'appeler la police. J'ai composé le numéro avec des doigts tremblants. Et là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une photo de Léon. Il était assis sur un banc dans le parc, ce même parc où Alicia et moi avions parlé dans la journée. Légende. Votre fils est avec moi. Je veux parler. Nous avons foncé au parc. Mon cœur battait si fort qu'il était prêt à exploser. Qui avait écrit? Que se passait-il? Dans le parc, sur un banc, étaient assis Léon et Nathan. Je me suis arrêté net. Nathan s'est levé, a levé les mains en signe d'apaisement, a dit que c'était lui qui avait écrit, qu'il avait trouvé Léon 10 minutes plus tôt errant dans la rue en pyjama, qu'il l'avait amené ici pour que nous venions tous ensemble, pour que nous parlions enfin comme une famille. J'ai couru vers Léon, je l'ai pris dans mes bras. Il m'a serré le cou, a sangloté. Alicia s'est blottie contre nous deux. Nous sommes restés là tous les 3,
pleurant, et je me fichais de qui nous voyait. Nathan s'est écarté, nous a laissé du temps, puis s'est approché, a dit doucement que nous devions régler ça, que l'enfant ne devait pas souffrir de nos problèmes, que soit nous étions une famille, soit nous ne l'étions pas, mais qu'il fallait décider maintenant. J'ai regardé Alicia, elle me regardait. Dans ses yeux, une supplication, de la peur, de l'amour. J'ai pris sa main, l'ai serrée. J'ai dit à Léon que je l'aimais, lui et maman, que nous y arriverions ensemble. Léon a essuyé ses larmes, a hoché la tête. Nathan a souri pour la première fois de la soirée. Nous sommes rentrés à la maison, tous les quatre. En chemin, Nathan a raconté qu'il avait lui aussi été confronté à quelque chose de semblable autrefois. Son ex-petite amie cachait qu'elle travaillait dans l'escorte. Il n'avait pas pu accepter, était parti. Il le regrettait encore. Pas d'être parti, mais la façon dont il l'avait fait. Cruellement, avec mépris. Il a dit qu'il ne voulait pas que je répète son erreur. Je lui ai tapé l'épaule avec reconnaissance. Alicia l'a remercié aussi. Nathan a haussé les épaules, a dit que c'était à ça que servaient les vrais amis. À la maison, nous avons couché Léon. Il s'endormait en nous tenant tous les deux par la main. Quand sa respiration s'est régularisée, nous sommes sortis doucement. Dans la cuisine, Alicia a préparé du thé. Nous étions assis en silence. Puis elle a dit qu'elle était prête à répondre à toutes les questions, à tout raconter jusqu'au bout. J'ai hoché la tête et elle a raconté en détail, honnêtement, douloureusement, comment elle avait commencé, les hommes dont elle se souvenait et ceux dont elle ne se souvenait pas. La peur, la honte, le désespoir. Comment elle avait failli mettre fin à ses jours une fois, mais s'était ravisée au dernier moment. Comment notre rencontre avait été un salut. Comment elle avait eu peur chaque jour que je découvre. Comment elle avait prévu de me dire des centaines de fois, mais ne trouvait pas les mots. J'écoutais, posais parfois des questions, parfois me taisais, digérant l'information. C'était douloureux, très douloureux. Mais étrangement, cette conversation guérissait. La vérité, aussi terrible soit-elle, levait le voile de l'inconnu. Au matin, nous avions tout discuté. J'ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne pouvais pas simplement pardonner en une nuit, mais que je voulais essayer de sauver notre famille. Alicia a hoché la tête, remercié en pleurant. Nous sommes couchés enlacés pour la première fois depuis des semaines. Les jours suivants ont été étranges. Alicia et moi tournions l'un autour de l'autre prudemment, comme sur un champ de mine. Nous parlions poliment, mais la tension flottait entre nous. Léon le sentait, essayait de se faire discret, de ne pas attirer l'attention. Je voyais comment il nous regardait avec méfiance, avec espoir. J'ai pris une semaine de congé. Mon patron a accepté à contre-cœur, a insinué que mon travail laissait à désirer ces derniers temps. J'ai promis de m'améliorer, mais je ne croyais pas mes propres mots. Mes pensées étaient confuses, ma concentration était nulle. Nathan appelait chaque jour, demandait comment ça allait. Je répondais par monosyllabes. Bien, on tient le coup. Il proposait de se voir, de boire une bière, de se changer les idées. Je refusais. Je ne voulais voir personne. Un matin, quand Alicia était partie au travail et Léon à l'école, on a sonné à la porte. J'ai ouvert, sur le seuil se tenait Justine, l'amie d'Alicia. Dans ses mains, un sac de pâtisserie et un thermos. Elle est entrée dans la cuisine sans attendre l'invitation, a disposé les viennoiseries sur une assiette, a versé du café dans des tasses. Je me suis assis en face. Je la regardais d'un air interrogateur. Justine a dit qu'Alicia lui avait demandé de venir me parler, de raconter ce qu'Alicia elle-même ne pouvait pas dire. J'ai froncé les sourcils. J'ai demandé ce qu'il y avait encore. Justine a soupiré, a bu une gorgée de café. Elle a commencé de loin. Elle a raconté qu'elle avait rencontré Alicia à l'université. Elles vivaient toutes deux difficilement. Justine venait d'une famille défavorisée, père alcoolique, mère malade. Alicia de la misère. Elles s'étaient liées d'amitié parce qu'elles se comprenaient. Quand Alicia avait commencé à fréquenter ces hommes, Justine avait essayé de la dissuader. Disait que c'était dangereux, humiliant, qu'on pouvait trouver une autre solution. Mais Alicia était désespérée. Elle avait dit qu'elle essaierait juste une fois, pour payer la chambre. Une fois s'était transformée en 2, puis en 3. Justine a raconté un épisode dont Alicia ne m'avait pas parlé. Un jour, l'un des clients s'était montré agressif et avait frappé Alicia quand elle avait refusé de faire ce qu'il exigeait. Alicia était rentrée à grand-peine à la résidence,
couverte de bleu. Justine voulait aller à la police, mais Alicia l'avait interdit, avait peur du scandale, avait peur d'être expulsée de l'université. J'écoutais, et tout se contractait à l'intérieur. J'imaginais Alicia jeune, effrayée, battue, et personne à ses côtés pour la protéger. Justine continuait. Elle a dit qu'après cet incident, Alicia avait voulu arrêter, mais les dettes s'étaient accumulées. Elle devait de l'argent pour la chambre, pour les études. L'agence pour laquelle elle travaillait menaçait. Ils avaient dit que si elle partait, ils diffuseraient du matériel compromettant. Ils avaient des photos, des vidéos. J'ai demandé où se trouvait ce matériel maintenant. Justine a répondu qu'elle ne savait pas. Alicia avait longtemps remboursé, avait travaillé presque 1 an de plus que prévu pour tout racheter. L'agence avait finalement rendu le matériel, avait promis de supprimer les copies. Fallait-il les croire? C'était une autre question. J'ai senti le froid. J'ai demandé si quelqu'un pouvait faire chanter Alicia maintenant. Justine a haussé les épaules, a dit que c'était peu probable. Plus de 10 ans s'étaient écoulés, mais qu'on ne pouvait pas l'exclure complètement. Nous étions assis en silence. Je digérais l'information. Justine a fini son café, s'est levée, a dit qu'Alicia était la personne la plus forte qu'elle connaissait, que survivre à ce qu'elle avait vécu et rester normal, construire une famille, aimer, c'était un exploit, que je devais le comprendre. J'ai raccompagné Justine à la porte. Elle m'a serré dans ses bras pour dire au revoir, a dit que tout irait bien si je le permettais. Après son départ, je suis resté longtemps assis sur le canapé, fixant un point. Les pensées fourmillaient. D'un côté, je comprenais mieux Alicia. Je voyais qu'elle n'avait pas eu le choix, qu'elle était victime des circonstances. De l'autre, la douleur ne disparaissait pas. L'idée que des hommes avaient touché ma femme me torturait. J'ai essayé de travailler. J'ai ouvert l'ordinateur portable, mais le code dansait devant mes yeux. Je l'ai fermé. Je suis sorti me promener dans la ville. J'ai erré sans but dans les rues. Je suis entré dans une église. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été religieux. Je suis resté debout dans la pénombre, écoutant le chant discret, puis je suis sorti. Le soir, je suis rentré à la maison. Alicia préparait le dîner. Léon faisait ses devoirs. Une scène familiale ordinaire, mais elle ne serait plus jamais ordinaire. Au dîner, Léon racontait l'école, la nouvelle professeure de mathématiques qui distribuait des mauvaises notes à tour de bras. Alicia et moi écoutions, hochions la tête, sourions. Léon s'est animé, voyant que nous étions ensemble, que nous ne nous disputions pas. Après le dîner, je l'ai aidé avec un problème de physique. Nous étions assis à la table, dessinions des schémas, calculions. Léon a soudain demandé si tout allait bien maintenant, entre maman et moi. J'ai répondu honnêtement, pas tout, mais nous y travaillons. Léon m'a serré dans ses bras, a dit qu'il nous aimait tous les deux. J'ai senti une boule dans ma gorge. La nuit, quand Léon dormait, j'étais assis avec l'ordinateur et j'essayais de trouver des informations sur cette agence pour laquelle Alicia avait travaillé. Elle ne m'avait pas donné le nom, mais Justine avait mentionné qu'elle opérait dans le centre-ville, se spécialisait dans l'escorte de luxe. J'ai trouvé plusieurs forums fermés où de tels services étaient discutés. J'ai lu des avis, des commentaires. Certains étaient répugnants. Des hommes décrivaient les filles comme des marchandises, attribuaient des notes, partageaient leurs impressions. J'avais la nausée. Sur un forum, je suis tombé sur un vieux sujet daté de 2012. Quelqu'un se vantait d'une rencontre avec une fille nommée Alice. La description physique correspondait à ma femme. Je lisais et je sentais mes mains trembler. Le gars écrivait des détails sordides, évaluait ses actions, mettait des notes. J'ai fermé l'ordinateur brusquement, me suis levé, suis sorti sur le balcon. Le vent froid me frappait le visage. J'ai fumé pour la première fois depuis 5 ans. La fumée coupait les poumons, mais je m'en fichais. Alicia est sortie derrière moi, a demandé ce qui se passait. Je lui ai montré l'ordinateur. J'ai ouvert ce sujet sur le forum. Elle a pâli, lisait en silence. Puis elle a fermé la page, m'a regardé, a dit qu'elle connaissait l'existence de tels commentaires, qu'elle avait essayé d'oublier, mais qu'ils ressurgissaient dans ses cauchemars, que chaque fois qu'elle voyait un homme inconnu d'un certain âge, elle avait peur que ce soit l'un d'eux, qu'elle vivait dans la peur constante d'être démasquée. J'ai demandé pourquoi elle ne s'était pas adressée à un psychologue, à quelqu'un. Alicia a répondu qu'elle avait eu peur. Peur d'être jugée en consultation, que l'information fuite, que je la prenne. Nous étions debout sur le balcon tous les deux. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai dit que nous traverserions ça ensemble,
que nous trouverions un psychologue qui aiderait, que je ne l'abandonnerais pas. Alicia a éclaté en sanglots. Je la tenais, lui caressais le dos, sentais comme elle tremblait. Le lendemain, j'ai appelé Nathan, lui ai demandé de recommander un bon psychologue. Il m'a donné les coordonnées d'une femme spécialisée dans les traumatismes. J'ai pris rendez-vous pour Alicia. La première séance était dans 3 jours. Alicia est revenue les yeux rouges, mais le soulagement se lisait sur son visage. Elle a dit que pour la première fois depuis des années, elle avait parlé avec quelqu'un qui ne jugeait pas, qui écoutait simplement. Je me suis aussi inscrit chez un psychologue. Il fallait que je démêle mes sentiments, que j'apprenne à gérer la douleur et la jalousie. Mon psychologue, un homme d'une 50aine d'années, a écouté mon histoire sans émotion. Puis il a dit que ma réaction était normale, que j'avais le droit d'avoir mal, mais qu'il était important de comprendre si cette douleur était dirigée vers Alicia ou vers la situation. Si vers Alicia, c'était un chemin vers la destruction. Si vers la situation, on pouvait continuer à travailler. Je me suis demandé si j'en voulais à Alicia. En partie, oui, pour avoir caché. Mais j'en voulais surtout à ces hommes, à l'agence, aux circonstances qui l'avaient acculé. Le psychologue a hoché la tête, a dit que c'était bon signe, que je pouvais pardonner, mais que le pardon était un processus, pas une décision unique. Parallèlement à la thérapie, Alicia et moi essayions de restaurer notre intimité. Pas physique, je n'étais pas encore prêt pour ça, mais émotionnel. Nous parlions le soir, partagions nos pensées, nos peurs. Alicia racontait son enfance, sa mère, son père qui les avait abandonnés. Je racontais mes complexes, ma peur de ne pas être à la hauteur. Un soir, alors que nous étions assis dans la cuisine devant un thé, Alicia a soudain demandé si je regrettais de l'avoir rencontrée. J'ai été surpris par la question. Elle a précisé qu'elle se sentait comme un fardeau, qu'elle avait détruit ma vie avec son passé. J'ai pris sa main, j'ai dit que je ne regrettais rien, qu'elle m'avait offert les meilleures années de ma vie, un fils, une famille, que son passé faisait partie de son histoire, mais n'était pas elle-même. Alicia a pleuré, je l'ai serrée dans mes bras. Nous sommes restés assis ainsi longtemps, en silence. Mais le calme n'a pas duré. Un soir, Alicia a reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai vu comment elle le lisait, comment son visage changeait, la peur, l'horreur. J'ai demandé ce qui se passait. Alicia m'a tendu le téléphone d'une main tremblante. Le message était court. « Ça fait longtemps, Alice. Tu te souviens de moi ? Ce serait bien de se voir, de parler du bon vieux temps. Sinon, quelqu'un d'autre pourrait vouloir en apprendre davantage. » Chantage évident. J'ai senti mon sang bouillir. J'ai demandé qui ça pouvait être. Alicia a secoué la tête, a dit qu'elle ne savait pas. Le numéro était inconnu. J'ai composé ce numéro. On a décroché après la 3e sonnerie. Une voix d'homme désagréable, moqueuse, a demandé qui j'étais. Je me suis présenté comme le mari d'Alicia. J'ai exigé des explications. L'homme a ri, a dit qu'Alicia se souvenait bien de lui, qu'il avait du matériel intéressant, des photos, des vidéos, que ce serait dommage si elle tombait entre de mauvaises mains, par exemple chez mon employeur ou sur Internet. J'ai demandé ce qu'il voulait. L'homme a cité une somme, 2 500 €. En échange, il garantissait que le matériel serait détruit. J'ai dit que j'allais réfléchir et j'ai raccroché. Alicia était assise, blême. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit qu'on s'en sortirait, mais la rage bouillonnait à l'intérieur. Qui était ce salaud ? Comment nous avait-il trouvés ? J'ai appelé Nathan, lui ai parlé du chantage. Nathan a juré, a dit que c'était criminel, qu'il fallait aller à la police. J'ai objecté que le scandale tuerait Alicia. Nathan a réfléchi, puis a proposé son option. Il avait une connaissance, un détective privé. Il pouvait aider à découvrir qui c'était et faire pression en retour. J'ai accepté. Le lendemain, nous avons rencontré le détective, un homme d'une 40aine d'années, au visage fatigué et au regard perçant. J'ai expliqué la situation, donné le numéro du maître chanteur. Le détective a dit qu'il vérifierait, mais a prévenu, ces affaires se terminaient rarement vite. Les maîtres chanteurs sont généralement prudents, utilisent des numéros et des cartes prépayées. J'ai demandé d'agir le plus vite possible. Le détective a hoché la tête, pris une avance et parti. Les jours suivants ont été tendus. Alicia ne dormait presque plus, sursautait à chaque appel. J'essayais de la soutenir, mais j'étais moi-même à bout. Léon a de nouveau senti la tension, a demandé un jour si tout allait bien. J'ai menti.
J'ai dit que c'était juste des problèmes au travail. Léon n'y a pas cru, mais n'a pas insisté. Le détective a appelé 4 jours plus tard, a dit qu'il était sur la piste. Le numéro était enregistré sous un prête-nom, mais il avait pu localiser. Le maître chanteur avait appelé depuis un quartier en périphérie de la ville. Le détective a proposé de se voir, de discuter des actions à mener. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Le détective a montré un tirage, une adresse, un plan du secteur. A dit qu'il pouvait organiser une rencontre avec le maître chanteur sous prétexte de remettre l'argent, enregistrer la conversation, obtenir des preuves, puis aller à la police ou négocier autrement. J'ai accepté. Le détective a fixé un rendez-vous avec le maître chanteur pour le lendemain. Je n'ai rien dit à Alicia. J'avais peur qu'elle panique, qu'elle essaie de m'arrêter. J'ai dit que je partais pour le travail, que je rentrerais le soir. En réalité, je suis allé au rendez-vous avec le détective. Nous nous sommes garés non loin de l'endroit choisi par le maître chanteur. Un parking abandonné en périphérie. Le détective m'a donné un dictaphone, a expliqué comment l'activer. Je suis sorti de la voiture, me suis dirigé vers l'endroit indiqué. Mon cœur battait fort. 5 minutes plus tard, un homme est apparu. Environ 45 ans, corpulent, en blouson de cuir. Il a souri en me voyant, a demandé si j'avais apporté l'argent. J'ai répondu que je voulais d'abord voir le matériel. L'homme a sorti son téléphone, a montré plusieurs photos. Alicia jeune, dans des poses suggestives. J'ai eu un malaise. J'ai demandé d'où il tenait ça. L'homme a répondu qu'il travaillait dans cette agence, qu'il était l'un des gérants. Quand l'agence avait fermé, il avait conservé les archives pour les jours difficiles. Il a dit qu'Alicia avait un bon mari, une belle vie. Ce serait dommage de tout perdre. J'ai senti la rage me submerger comme une vague. J'ai fait un pas en avant. L'homme a reculé, a fouillé dans sa poche. Je me suis figé. Il a sorti un couteau, l'a agité devant mon visage, a dit que je ne devais pas faire le malin. L'argent ou le matériel en ligne. J'ai reculé. L'homme a rangé le couteau, a de nouveau souri. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour assembler l'argent. L'homme a accepté, a donné 3 jours, s'est retourné et est parti. Je suis retourné vers le détective. Celui-ci a écouté l'enregistrement, a hoché la tête, a dit qu'on pouvait maintenant aller à la police. Il y avait preuve de chantage, menace avec un couteau. J'ai accepté. Nous sommes allés au commissariat, avons déposé une plainte, transmis l'enregistrement. L'enquêteur a dit qu'il s'en occuperait, mais a prévenu que ses affaires prenaient du temps. L'arrestation pouvait prendre des jours. Je suis rentré tard le soir. Alicia m'a accueilli inquiète, a demandé où j'étais. Je lui ai dit la vérité. Elle s'est d'abord mise en colère que je n'ai rien dit, puis a pleuré, m'a serré dans ses bras, a dit que j'étais fou, mais qu'elle était reconnaissante. Le lendemain, les enquêteurs ont arrêté le maître chanteur, ont trouvé chez lui des archives avec du matériel sur des dizaines de filles, ont ouvert une procédure pénale, non seulement pour chantage, mais aussi pour détention et diffusion de matériel intime sans consentement. Le détective a appelé, a annoncé la nouvelle. J'ai expiré de soulagement. Alicia a pleuré, mais cette fois de bonheur. Le soir, nous étions assis tous les 3, moi, Alicia, Léon. Nous regardions un film familial. Léon était assis entre nous, nous tenant par les épaules. Je l'ai regardé et je pensais, nous avons réussi. Nous avons encaissé un coup de plus, mais la vie préparait de nouvelles épreuves. 2 semaines se sont écoulées après l'arrestation du maître chanteur. La vie commençait à s'améliorer lentement, difficilement, mais nous avancions. Alicia continuait à voir son psychologue, moi aussi. Nous apprenions à nous parler différemment, honnêtement, sans non-dit. Un soir, en naviguant sur Internet, je suis tombé par hasard sur un forum d'anciens diplômés de l'université pédagogique. J'ai décidé de lire par curiosité. Peut-être que je trouverais quelque chose d'intéressant sur les années universitaires d'Alicia. Quelque chose de lumineux, de bon. Je parcourais les sujets, lisais des souvenirs, puis j'ai vu une section où sont passés nos camarades de promo. Je suis entré, j'ai commencé à lire et je suis tombé sur un message d'un utilisateur au pseudo Justicier 2013. Le message était long, écrit 1 an auparavant. L'auteur se souvenait d'une camarade, Alicia M., la décrivait comme une fille mystérieuse qui se vendait à de riches vieux. Suivait des détails sordides, des spéculations, des accusations. À la fin, l'auteur écrivait « Je me demande si son mari sait ce qu'était sa femme.
Peut-être faudrait-il lui dire. J'ai senti le froid m'envahir. J'ai lu les commentaires sous le post. Certains reprochaient à l'auteur de colporter des ragots, d'autres le soutenaient, d'autres ajoutaient leurs propres souvenirs. Toute une discussion sur ma femme, sur son passé. Des centaines de personnes avaient lu ça. J'ai essayé de comprendre qui était l'auteur. Le profil était anonyme, aucune donnée personnelle. Mais au style d'écriture, aux détails, on sentait que la personne avait vraiment étudié avec Alicia. J'ai montré ce message à Alicia. Elle l'a lu, a pâli, a fermé la page, a dit qu'elle avait vu ce post avant, 8 mois plus tôt. Elle était alors tombée en dépression pendant plusieurs semaines à cause de lui. Je ne l'avais pas remarqué. J'avais attribué son état à la fatigue. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit à l'époque. Alicia a répondu qu'elle avait eu peur. Peur que je commence à creuser, que j'apprenne la vérité. C'était plus facile de se taire, de faire comme si tout allait bien. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai dit que maintenant, il n'était plus nécessaire de se taire, que nous ferions face à tout ensemble. Alicia a hoché la tête, mais j'ai vu le désespoir dans ses yeux. Elle ne croyait pas que ça finirait un jour. Le lendemain au travail, mon patron m'a convoqué. La conversation a été courte et désagréable. Il a dit que la qualité de mon travail avait baissé, que les clients se plaignaient, que j'étais constamment distrait. Il m'a donné un dernier avertissement. Soit je me ressaisissais, soit je cherchais ailleurs. J'ai promis de m'améliorer. Je suis sorti du bureau, me suis assis à mon bureau et fixé l'écran. Le code flottait devant mes yeux. Je ne pouvais pas me concentrer. Mes pensées revenaient à Alicia, au forum, à ce poste. Baptiste est passé à midi, a apporté du café, a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai répondu évasivement qu'il y avait des problèmes, mais qu'on gérait. Baptiste a hoché la tête, a dit que si j'avais besoin d'aide, il fallait demander. J'ai remercié, mais je savais que personne ne pouvait aider avec ce qui se passait. Le soir, j'ai retrouvé Nathan dans un bar, lui ai parlé du forum, du poste. Nathan a froncé les sourcils, a dit que ça pouvait être de la diffamation. On pouvait essayer de poursuivre l'auteur, le forcer à supprimer le post. J'ai demandé comment trouver l'auteur. Nathan a répondu qu'on pouvait essayer via l'administration du forum, via un tribunal. Mais le processus était long et le résultat pas garanti. L'anonymat sur Internet est puissant. Nous buvions de la bière en silence. Puis Nathan a soudain demandé comment je tenais le coup, comment je faisais face au poids qui s'était abattu. J'ai haussé les épaules et répondu honnêtement « Je ne sais pas ». Parfois, j'ai l'impression que je vais craquer. Parfois, je me sens fort. Des montagnes russes. Nathan a hoché la tête, a dit que j'étais courageux, que tous les hommes n'auraient pas pu traverser ça et rester avec leurs femmes. J'ai objecté que je l'aimais simplement. Nathan a souri, a remarqué que l'amour était un choix, pas un sentiment, que j'avais choisi de rester malgré tout et que c'était digne de respect. Ces mots m'ont réchauffé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je faisais quelque chose de juste. À la maison, Léon faisait ses devoirs. Je l'ai aidé avec une rédaction de littérature. Il fallait écrire sur les valeurs familiales. Léon a demandé ce que je pensais de la famille. J'ai répondu que la famille n'était pas seulement le sang, mais les gens qui restaient à vos côtés dans les moments difficiles, qui pardonnaient les erreurs et soutenaient. Léon a noté mes mots, puis a levé les yeux, a dit que j'étais un bon papa. J'ai senti une boule dans ma gorge, je l'ai serrée dans mes bras. La nuit, j'ai fait un cauchemar. J'étais sur ce forum, je lisais le post sur Alicia, mais à la place de commentaires anonymes, il y avait mes collègues, mes amis, ma famille. Tous discutaient de ma femme, riaient, pointaient du doigt. Je me suis réveillé en sueur froide. Mon cœur battait la chamade. Alicia dormait à côté de moi. Je la regardais, son visage paisible. Comment vivait-elle avec ce poids? Comment s'endormait-elle en sachant que quelque part sur Internet, des gens discutaient de son passé? Le matin, au petit déjeuner, Alicia a dit qu'elle voulait changer de nom, reprendre son nom de jeune fille ou en prendre un complètement nouveau, pour qu'il soit plus difficile de faire le lien sur Internet entre le passé et le présent. J'ai soutenu l'idée. Nous avons discuté des options et nous nous sommes arrêtés sur le nom de sa grand-mère, Laurent. Nous avons commencé à rassembler les documents pour le changement de nom. Le processus s'est révélé bureaucratique, long, mais nous avancions. Parallèlement, j'ai essayé de contacter l'administration du forum. J'ai écrit une lettre, demandé de supprimer le post sur Alicia. L'administrateur a répondu que le post ne violait pas les règles du forum,
qu'il ne le supprimerait pas. J'ai objecté que c'était de la diffamation. L'administrateur a conseillé de saisir la justice. J'ai discuté avec Nathan de l'option d'un procès. Il a dit qu'on pouvait essayer, mais que les chances étaient minces. Il fallait prouver que l'information était fausse, et si elle était vraie, même présentée de manière insultante, le tribunal pourrait ne pas se ranger de notre côté. Je me sentais impuissant. Internet, c'est pour toujours. Quoi que nous fassions, l'information ressurgirait encore et encore. Un soir, Alicia a avoué qu'elle avait peur de sortir de chez elle. Peur de croiser quelqu'un qui la reconnaîtrait, qui se souviendrait. Peur que Léon entende quelque chose à l'école d'autres enfants. J'ai essayé de la rassurer. Je disais que tant d'années s'étaient écoulées, que personne ne se souvenait, mais elle n'y croyait pas. Nous nous sommes encore disputés. Je n'ai pas tenu, j'ai dit qu'elle était trop obsédée par le passé, qu'il fallait avancer, ne pas se cacher. Alicia s'est enflammée, a crié que je ne comprenais pas, que c'était facile à dire quand on ne parlait pas de vous, qu'on ne vous jugeait pas. Je suis sorti sur le balcon en claquant la porte. J'ai fumé cigarette sur cigarette, en colère contre elle, contre moi, contre toute la situation. Puis je suis rentré, me suis excusé. Alicia pleurait dans la cuisine. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit que je l'aimais, que nous nous en sortirions. Elle hochait la tête, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. Le lendemain, j'ai reçu un étrange courriel d'un expéditeur inconnu. Le message disait « Votre femme est une traînée, tout le monde le sait. Comment pouvez-vous vivre avec elle ?» J'ai supprimé le message, bloqué l'expéditeur, mais ensuite un autre est arrivé d'une autre adresse, puis un troisième. Quelqu'un m'attaquait délibérément. J'en ai parlé à Alicia. Elle a pâli, a dit qu'elle recevait aussi de tels messages depuis plusieurs semaines. Elle n'avait rien dit pour ne pas m'inquiéter. Nous nous sommes assis ensemble, avons parcouru sa boîte mail. Des dizaines de messages, insultes, menaces, propositions obscènes. J'ai senti la rage me submerger comme une vague. Qui étaient ces gens? Pourquoi ne nous laissaient-ils pas tranquilles? J'ai rappelé de détective, lui ai parlé des messages. Le détective a dit qu'il pouvait essayer de tracer les expéditeurs, mais que ça prendrait du temps et de l'argent. J'ai accepté tous les frais. Le détective a commencé à travailler. Une semaine plus tard, il a informé qu'une partie des messages provenait d'une même adresse IP. L'adresse était enregistrée dans notre ville. Le détective a proposé de rencontrer l'expéditeur, de parler. Je suis allé avec le détective. L'adresse nous a menés à un immeuble ordinaire en périphérie. Nous sommes montés au 5e étage, avons sonné à la porte. Un homme d'une trentaine d'années a ouvert, mal rasé, en t-shirt graisseux. Le détective s'est présenté, a expliqué la raison de la visite. L'homme a tenté de fermer la porte, mais le détective a bloqué avec son pied. A dit que nous savions qu'il envoyait des menaces, que nous pouvions aller à la police ou régler ça à l'amiable. L'homme a eu peur, nous a laissé entrer. L'appartement était sale, encombré de détritus. L'homme s'est assis sur le canapé, a baissé la tête. A avoué qu'il avait effectivement écrit ces messages. A dit qu'il avait été l'un des clients d'Alicia autrefois, qu'elle l'avait alors repoussé, avait refusé de le revoir une seconde fois. Il s'était vexé, avait gardé rancune. J'ai demandé pourquoi maintenant tout ça. L'homme a répondu qu'il avait vu par hasard le post sur le forum, appris qu'Alicia était mariée et heureuse. Il avait été jaloux et avait décidé de se venger. J'ai ressenti du dégoût. Cet homme pitoyable avait porté pendant des années une rancœur, puis l'avait déversée sur nous. Le détective a dit à l'homme que si les messages ne cessaient pas, nous irions à la police. L'homme a acquiescé, a promis d'arrêter. Nous sommes partis. Dans la voiture, j'étais assis en silence, digérant ce qui s'était passé. Le détective a dit que des types comme cet homme, il pouvait y en avoir beaucoup, que certains clients percevaient les filles de l'escorte comme des objets, pas comme des personnes. Et quand l'objet refusait, ils ne pouvaient pas l'accepter. À la maison, j'ai raconté à Alicia la rencontre. Elle écoutait, elle pleurait. Elle a dit qu'elle se souvenait de cet homme. Il était agressif, exigeant. Elle avait refusé de travailler avec lui après la première rencontre. Elle ne pensait pas qu'il se souviendrait d'elle pendant tant d'années. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai dit qu'il ne nous dérangerait plus. Alicia a hoché la tête, mais je voyais qu'elle était brisée. Chaque nouveau coup lui ôtait ses forces. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés ensemble, mais ne parlions pas. Nous étions allongés côte à côte, chacun dans ses pensées. Je pensais à combien de coups nous attendaient encore.
Combien de personnes du passé d'Alicia allaient surgir et tenter de détruire notre vie? Et surtout, tiendrai-je le coup? Aurais-je assez de force pour continuer? Le matin, je me suis réveillé par un appel. Nathan. Sa voix était inquiète, il demandait de venir d'urgence chez lui. Je me suis habillé, j'ai dit à Alicia que je reviendrais vite. Je suis arrivé chez Nathan. Je l'ai trouvé avec son ordinateur portable. Il a tourné l'écran vers moi en silence. À l'écran, il y avait un article dans un média en ligne local. Le titre : Scandale dans l'escorte de luxe. Victime ou complice? J'ai commencé à lire. L'article racontait l'histoire de filles qui travaillaient dans des agences d'escorte 10 ans auparavant. Le journaliste avait interviewé d'anciens clients, des gérants d'agences, les filles elles-mêmes. L'article mentionnait des noms, des photos, floues mais reconnaissables. Sur l'une des photos, j'ai reconnu Alicia. Le visage était flouté, mais la silhouette, les cheveux, le grain de beauté sur l'épaule, tout correspondait. Légende sous la photo. Alicia M a travaillé dans l'agence de 2011 à 2013. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était catastrophique. L'article en accès libre. N'importe qui pouvait lire, reconnaître. Nathan a posé sa main sur mon épaule, a dit qu'il avait déjà contacté la rédaction, exigé de supprimer l'article. Le rédacteur en chef avait refusé, invoqué la liberté d'expression et l'enquête journalistique. Nathan avait menacé d'un procès. Le rédacteur avait dit qu'il était prêt à défendre la publication en justice. J'ai appelé Alicia. Elle a décroché immédiatement. J'ai dit qu'il fallait parler de toute urgence. Ma voix tremblait. Alicia a compris que quelque chose de grave s'était passé, a dit qu'elle venait. Nous nous sommes retrouvés chez Nathan. Je lui ai montré l'article. Alicia lisait et son visage devenait de plus en plus pâle. Quand elle est arrivée à la photo, elle s'est effondrée sur le canapé, s'est couvert le visage des mains. Nathan a essayé de calmer, a dit que nous allions nous battre, intenter un procès, exiger la suppression de l'article et le versement de dommages et intérêts. Alicia secouait la tête, répétait que tout était fini, que maintenant tout le monde saurait. Je me suis assis à côté d'elle, les prises dans mes bras. J'ai dit que nous nous en sortirions, que ce n'était pas la fin. Alicia m'a repoussé, a crié que je ne comprenais pas, que sa vie était détruite, que Léon deviendrait un paria à l'école, que je serais viré du travail quand mes collègues liraient. J'ai essayé d'objecter, mais les mots se sont coincés dans ma gorge, parce qu'elle avait raison. L'article changeait tout. Nathan nous a proposé de déménager dans une autre ville, de recommencer à zéro, de changer de nom. Mais Alicia a dit que fuir était inutile. Internet était partout, l'information resterait. Nous étions assis tous les trois dans le salon de Nathan, silencieux. Dehors, il pleuvait. Des gouttes grises coulaient sur la vitre, se rejoignaient en ruisselets. Puis Alicia s'est levée, a dit qu'elle partait. J'ai demandé où. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, qu'elle partait simplement, que Léon et moi serions mieux sans elle. Je l'ai attrapée par la main, ne l'ai pas laissée sortir. J'ai dit qu'elle n'irait nulle part, que nous étions ensemble, quoi qu'il arrive. Alicia pleurait, essayait de se dégager. Je la tenais fermement. Nathan est intervenu, a dit qu'il fallait que tout le monde se calme, que la panique était mauvaise conseillère, que nous devions agir rationnellement. Nous nous sommes rassis. Nathan a proposé un plan. Premier point, consulter un avocat spécialisé dans la protection de la réputation. Deuxième point, publier une réfutation ou notre propre interview, montrer l'autre côté de l'histoire. Troisième point, travailler avec un psychologue pour traverser la crise. J'ai accepté. Alicia se taisait, regardait le sol. Le lendemain, nous avons rencontré une avocate, une femme d'une 40aine d'années, stricte en tailleur. Elle a lu l'article, écouté notre histoire, a dit que les chances de gagner le procès existaient, mais étaient minces. L'article était écrit sous forme d'enquête journalistique. L'information était présentée comme des faits provenant de sources publiques. J'ai demandé que faire alors. L'avocate a répondu qu'on pouvait essayer de négocier avec la rédaction, leur proposer de publier notre version des événements, montrer Alicia non comme une complice, mais comme une victime des circonstances. Alicia a refusé net, a dit qu'elle ne raconterait pas publiquement son histoire, que ça l'achèverait définitivement. L'avocate a soupiré, a dit qu'il ne restait alors que le procès. Long,
coûteux, avec un résultat imprévisible. Nous sommes sortis du cabinet abattus. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai démarré le moteur, mais ne suis pas parti. Nous étions assis en silence. Puis Alicia a dit doucement qu'elle voulait mourir, simplement disparaître, ne plus ressentir cette douleur. Je me suis tourné vers elle, elle est saisie par les épaules et les regardait dans les yeux. J'ai dit que je lui interdisais même d'y penser, qu'elle était nécessaire pour moi, nécessaire pour Léon, que nous traverserions ça ensemble. Alicia pleurait. Je l'ai serrée dans mes bras, l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle se calme. À la maison, Léon nous a accueillis avec des questions, a demandé pourquoi nous étions si tristes. J'ai menti. J'ai dit que c'était juste des problèmes de papier. Léon n'y a pas cru, mais n'a pas insisté, est allé dans sa chambre. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix de femme familière. Justine, l'amie d'Alicia. Elle a dit qu'elle avait lu l'article, qu'elle voulait aider, qu'elle était prête à donner une interview, raconter la vérité sur ce que traversaient les filles. J'ai remercié. J'ai dit que j'en parlerais avec Alicia. Justine a ajouté qu'Alicia n'était pas seule, qu'il y avait d'autres filles qui avaient vécu la même chose, qu'ensemble, elles étaient plus fortes. J'ai transmis les paroles de Justine à Alicia. Elle a réfléchi, puis a dit qu'elle acceptait de rencontrer Justine, de parler. Le lendemain, elles se sont retrouvées à 3. Alicia, Justine et une autre fille, Patricia, qui avait aussi travaillé dans cette agence. Je n'étais pas présent, je leur ai laissé de l'espace. Alicia est revenue le soir différente. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Elle a dit qu'elles avaient décidé d'agir, de donner une interview commune, de raconter leurs histoires, de montrer qu'elles n'étaient pas des complices, mais des victimes d'un système qui exploitait leur pauvreté et leur désespoir. J'ai soutenu. Nous avons contacté un autre média plus sérieux. Nous avons convenu d'une interview. L'interview est sortie 1 semaine plus tard. Un long article avec des photos, cette fois avec l'accord des filles, avec leurs histoires, avec des commentaires de psychologues et de sociologues. L'article s'intitulait « Étudiante ou victime ? Comment la pauvreté pousse les jeunes filles vers l'escorte ?» La réaction a été mitigée. Certains soutenaient, exprimaient de la compassion, d'autres continuaient à juger, écrivaient des horreurs dans les commentaires, mais nous nous y attendions. L'essentiel, c'est qu'Alicia a ressenti du soulagement. Elle avait raconté son histoire elle-même, avec ses propres mots. Elle avait repris le contrôle du récit. Léon a entendu par hasard notre conversation sur l'interview, a demandé de quoi nous parler. J'ai compris qu'il était temps de dire la vérité, ou au moins une partie de la vérité. Nous nous sommes assis avec Léon dans sa chambre. J'ai expliqué que maman avait eu un passé difficile, qu'elle avait travaillé dans des endroits qu'elle n'aimait pas parce qu'elle n'avait pas le choix, que certaines personnes essayaient maintenant de lui faire du mal en parlant. Léon écoutait attentivement, puis a demandé « Maman est méchante ?» J'ai répondu que non, qu'elle était la meilleure, qu'elle s'était battue pour sa vie, pour son avenir, qu'elle était forte. Léon a hoché la tête, a dit qu'il aimait maman, que ce qui s'était passé avant n'avait pas d'importance. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti ma gorge se serrer. La nuit, quand Léon dormait, Alicia et moi étions assis dans la cuisine, buvions du thé, parlions. Alicia a avoué qu'après l'interview, elle s'était sentie plus libre, comme si elle avait lâché un poids qu'elle traînait depuis des années. J'ai dit que j'étais fier d'elle, qu'elle avait fait preuve d'un courage incroyable. Alicia a souri pour la première fois depuis longtemps, sincèrement. Puis elle m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux, a demandé pourquoi j'étais resté, pourquoi je n'étais pas parti quand j'avais appris la vérité. J'en avais parfaitement le droit. J'ai réfléchi puis ai répondu honnêtement. J'ai dit que l'amour ne concernait pas seulement les bons moments, mais le fait de rester quand c'était difficile, d'accepter une personne entièrement, avec tout son passé et sa douleur, que je l'avais choisie il y a 10 ans et que je la choisissais maintenant. Alicia a pleuré. Je l'ai serrée dans mes bras. Nous sommes restés ainsi longtemps. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Léon n'est pas rentré de l'école à l'heure. 1 heure est passée, puis 2. J'ai commencé à m'inquiéter. Je l'ai appelé, il ne répondait pas. J'ai appelé ses amis, personne ne l'avait vu. Alicia était au bord de la crise de nerfs. Nous sommes partis à sa recherche, avons vérifié l'école, la cour, l'aire de jeu. Nulle part. J'ai appelé la police, signalé la disparition.
L'opératrice a dit que l'enfant avait disparu depuis seulement 3 heures, qu'il était trop tôt pour s'alarmer, mais a accepté d'enregistrer la déclaration. Alicia et moi parcourions la ville, appelions tous ceux que nous connaissions. Nathan s'est aussi joint aux recherches. Vers 20h, j'ai reçu un message de Léon. Il écrivait que tout allait bien, qu'il était chez sa grand-mère, la mère d'Alicia. Nous avons foncé à Tours, où vivait la grand-mère. Le trajet a pris 2 heures. Je conduisais à vitesse maximale. Alicia était assise à côté, pleurait. Quand nous sommes arrivés, la grand-mère a ouvert la porte. Léon était assis sur le canapé, triste. J'ai couru, les serré dans mes bras, et demandé pourquoi il s'était enfui, pourquoi il n'avait rien dit. Léon a répondu qu'à l'école, les enfants avaient commencé à le taquiner. L'un des parents avait lu ce premier article, l'avait raconté à ses enfants. Il se moquait de lui, disait des horreurs sur maman. Léon n'avait pas supporté, s'était enfui après les cours, avait pris un bus pour Tours, était venu chez sa grand-mère. Alicia est tombée à genoux devant Léon, l'a serré dans ses bras, a demandé pardon pour tout, parce que son passé détruisait sa vie. Léon l'a serré en retour, a dit que ce n'était pas grave, qu'il était fort, qu'il gère. Je les regardais et comprenais que ma famille traversait une épreuve qui en brisait beaucoup, mais nous tenions ensemble. La grand-mère a préparé du thé, dressé la table. Nous étions assis dans sa petite cuisine, mangions des tartes, parlions. La grand-mère a dit qu'elle était fière d'Alicia, que tout le monde n'aurait pas pu traverser ça et rester humain. La nuit, nous sommes restés dormir chez la grand-mère. Léon dormait entre nous sur un lit pliant. J'étais allongé, regardant le plafond, écoutant la respiration de ma femme et de mon fils, pensant à ce qui nous attendait. Y aurait-il d'autres coups ? Probablement oui. Tiendrions-nous ? Je ne sais pas. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas. Parce que ma famille valait la peine de se battre. Le matin, nous sommes rentrés à Lyon. En route, nous avons discuté de quoi faire pour l'école. J'ai proposé de transférer Léon dans une autre, où personne ne connaissait notre histoire. Alicia a accepté. Nous avons aussi décidé de consulter un psychologue scolaire pour aider Léon à surmonter le harcèlement. Même si je comprenais que le harcèlement pouvait se répéter, Internet n'oublie pas. Mais nous nous battrions encore et encore, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. À la maison, j'ai serré Alicia contre moi. Lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Elle a répondu de même. Et à ce moment, j'ai senti que nous y arriverions. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça prendrait, mais nous y arriverions ensemble. Le transfert de Léon dans une nouvelle école s'est révélé plus compliqué que je ne pensais. Il fallait rassembler des documents, passer un entretien avec le directeur, expliquer les raisons du transfert. Je ne voulais pas mentir, mais dire la vérité était impossible. J'ai dit au directeur que mon fils avait eu un conflit avec des camarades de classe, que l'atmosphère était devenue toxique. Le directeur, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, a hoché la tête, a dit qu'il comprenait, n'a pas posé de questions superflues. Léon a commencé dans la nouvelle école 1 semaine plus tard. Les premiers jours, il était renfermé, méfiant. Je voyais comment il avait peur que l'histoire se répète. Chaque soir, je lui demandais comment s'était passée la journée. Léon répondait par monosyllabes. « Bien, ça va ». Mais progressivement, il a commencé à se détendre. Il a fait connaissance avec des garçons de sa classe, s'est fait un ami, un garçon nommé Dylan. Dylan venait à la maison, ils jouaient à la console, faisaient leurs devoirs ensemble. Alicia leur cuisinait des gâteaux, je les aidais en maths. Voir Léon heureux à nouveau était un soulagement, même si je savais que c'était un bonheur fragile. Un hasard, une personne qui découvrirait et raconterait, et tout s'effondrerait encore. Au travail, les choses se sont aussi améliorées. Je me suis ressaisi, me suis concentré davantage, et corrigé toutes les erreurs, rétabli les relations avec les clients. Mon patron a remarqué l'amélioration, m'a même félicité en réunion. Baptiste est venu après, m'a tapé sur l'épaule, a dit qu'il était content de me voir en forme. J'ai remercié, ajouté que j'avais eu des problèmes personnels, mais que maintenant tout s'arrangeait. Baptiste a hoché la tête, a dit que si j'avais besoin d'aide, je n'avais qu'à demander. Tout le monde traversait des périodes difficiles, mais le calme était trompeur. Un soir, alors que je vérifiais mes mails, j'ai reçu un message du service RH. Il demandait de passer d'urgence pour une conversation. Le sujet n'était pas précisé.
J'ai senti l'inquiétude monter. Le lendemain, je suis allé voir la responsable RH. Elle était assise à son bureau, le visage grave. À côté, le chef de la sécurité. La responsable RH a dit qu'ils avaient eu connaissance d'une publication sur Internet concernant ma famille, que l'entreprise avait reçu un courrier anonyme avec un lien vers l'article, que cela soulevait des questions sur ma fiabilité. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai demandé quel rapport la vie privée de ma femme avait avec mon travail. La responsable RH a répondu que l'entreprise se souciait de sa réputation, que les clients pourraient apprendre cette histoire et refuser de travailler avec moi. Le chef de la sécurité a ajouté qu'il y avait eu des plaintes de collègues, que certains trouvaient inacceptable de travailler avec quelqu'un dont la femme avait un tel passé. J'ai demandé qui exactement s'était plaint. Ils ont refusé de donner des noms. J'ai objecté que c'était de la discrimination, que ma femme ne travaillait pas dans l'entreprise, que son passé n'avait rien à voir avec mes qualités professionnelles. La responsable RH a acquiescé, a accepté formellement, mais a ajouté que l'entreprise avait le droit de veiller à sa culture d'entreprise. La conversation s'est terminée par une proposition. Soit je démissionnais, soit il me licenciait pour non-conformité aux valeurs de l'entreprise. On m'a donné 3 jours pour réfléchir. Je suis sorti du bureau sous le choc. 10 ans de travail dans l'entreprise. Et voilà qu'à cause d'un article sur Internet, tout s'effondrait. Nathan, quand je lui ai raconté, est entré dans une rage folle, a dit que c'était un licenciement illégal, qu'on pouvait intenter un procès. J'ai objecté qu'un procès prendrait des années, que ma réputation serait définitivement détruite. Mieux valait partir discrètement, trouver un nouveau travail. Nathan n'était pas d'accord, insistait pour se battre, mais j'étais fatigué de me battre, fatigué de cette guerre constante avec le passé d'Alicia. J'ai rédigé une lettre de démission. Dans la rubrique motif, j'ai indiqué de ma propre initiative. La responsable RH a accepté la lettre avec soulagement, a dit qu'elle appréciait ma compréhension. À la maison, je n'ai pas pu raconter à Alicia pendant longtemps. Elle a remarqué que j'étais déprimé, a demandé ce qui s'était passé. J'ai menti, j'ai dit que j'étais juste fatigué, mais elle n'y a pas cru, a insisté pour l'honnêteté. J'ai raconté le licenciement. Alicia a pâli, s'est agrippée à la table, a dit que c'était sa faute, qu'elle avait détruit ma carrière, ma vie, que j'aurais dû la quitter quand j'avais appris la vérité. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai dit que ce n'était pas sa faute, que c'était la faute d'un système qui jugeait les victimes au lieu de les aider. Alicia pleurait contre mon épaule. Les semaines suivantes ont été difficiles. Je cherchais du travail, envoyais des CV, recevais des refus les uns après les autres. Lors de plusieurs entretiens, je sentais des attitudes étranges, comme si on savait déjà quelque chose sur moi. Une fois, un recruteur m'a directement demandé si c'était vrai que ma femme avait travaillé dans l'escorte. J'ai demandé quel rapport ça avait avec un poste de programmeur. Le recruteur a haussé les épaules et a dit que l'entreprise préférait des employés sans risque pour la réputation. Je me suis levé et suis parti sans dire au revoir. L'argent commençait à manquer. Les économies fondaient. Alicia a proposé de chercher un travail supplémentaire, de faire des petits boulots. J'ai accepté, même si je comprenais qu'on pourrait aussi la refuser si on découvrait. Nathan m'a aidé avec un travail temporaire, un petit projet pour son cabinet, le développement d'un système interne. Il payait peu, mais c'était mieux que rien. Je travaillais la nuit quand Léon dormait. Alicia s'asseyait à côté, m'apportait parfois du thé. Nous ne parlions presque pas, trop fatigués. Une nuit, Alicia a soudain dit qu'elle voulait écrire un livre sur sa vie, sur ce qu'elle avait traversé, pour que d'autres filles dans une situation similaire sachent qu'elle n'était pas seule. J'ai soutenu l'idée. J'ai demandé si ça ne lui ferait pas mal de remuer le passé. Alicia a répondu que la douleur était toujours là de toute façon. Au moins ainsi, elle aurait un sens, aiderait quelqu'un. Elle a commencé à écrire. Le soir après le travail, elle s'asseyait devant l'ordinateur et tapait. Parfois elle pleurait, parfois elle souriait en se souvenant de quelque chose de bon. Je lisais ses brouillons. C'était une histoire honnête, poignante sur la pauvreté qui brise les gens, sur le choix entre la dignité et la survie, sur la honte qui ne lâche pas pendant des années, sur l'amour qui guérit. 3 mois plus tard, le livre était prêt. Alicia a envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. La plupart ont refusé, mais une petite maison d'édition indépendante a accepté de publier. Le livre est sorti 6 mois plus tard. Tirage modeste, vente discrète, mais les critiques étaient chaleureuses.
Des filles ayant vécu des situations similaires écrivaient à Alicia des lettres de remerciement. Disaient que le livre les avait aidées à s'accepter, à se pardonner. Alicia s'est épanouie. Pour la première fois depuis longtemps, je la voyais vraiment heureuse. Elle avait trouvé un sens à sa douleur. Moi aussi, j'ai trouvé un nouveau travail, dans une start-up qui ne s'intéressait pas à la réputation, seulement aux compétences. Il payait moins qu'avant, mais l'atmosphère était conviviale. Les collègues m'ont accepté sans poser de questions. Léon a terminé l'année scolaire avec de bonnes notes, s'est lié d'amitié avec les garçons de sa classe, a commencé à aller au club de football. Il n'avait plus peur de l'école. Alicia et moi avons recommencé à sortir ensemble. Une fois par semaine, nous laissions Léon avec sa grand-mère ou Nathan, allions au cinéma ou au café, parlions de tout, du travail, des rêves, des projets. Un jour, assis dans le parc sur un banc, j'ai demandé à Alicia si elle était heureuse. Elle a réfléchi, puis a dit oui. Pas comme avant, quand le bonheur était sans nuage. Maintenant, c'était différent, conscient, mérité. J'ai compris que je ressentais la même chose. Notre bonheur avait traversé le feu, mais il avait tenu. Nathan m'a un jour avoué qu'il nous enviait, pas pour le passé ni les épreuves, mais pour la façon dont nous les avions traversées ensemble. Il a dit qu'il n'était pas sûr qu'il aurait pu le faire lui-même. J'ai répondu que je ne savais pas si j'en serais capable avant de me retrouver dans cette situation. Que la force ne venait pas avant l'épreuve, mais pendant. Le soir du jour où le livre d'Alicia est sorti, nous étions assis dans la cuisine tous les trois. Moi, elle, Léon. Alicia tenait un exemplaire dans ses mains, caressait la couverture. Léon a demandé de quoi parlait le livre. Alicia a répondu « De l'importance de ne jamais abandonner ». Léon a hoché la tête, a dit qu'il était fier de maman. Alicia a pleuré de bonheur. La nuit, allongée dans le lit, je pensais au chemin parcouru, à ce moment où j'avais ouvert par hasard ce dossier protégé sur l'ordinateur portable. À l'époque, il me semblait que le monde s'effondrait. Maintenant, je comprenais qu'il ne s'effondrait pas. Il se reconstruisait. Alicia et moi étions devenus d'autres personnes, plus fortes, plus sages. Notre mariage avait passé une épreuve que beaucoup ne supportent pas, mais nous avions tenu. Je me suis tourné vers Alicia, je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est blottie contre moi, a murmuré « Merci d'être resté, d'avoir cru, d'aimer ». J'ai répondu « Merci à toi pour ton honnêteté, ton courage, pour qui tu es ». Nous étions allongés dans le silence. Écoutions la respiration l'un de l'autre. Dehors, l'aube se levait. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Que pensez-vous de cette situation? Comment auriez-vous agi? Écrivez en commentaire. 2 ans ont passé. Nous étions à la maison de campagne que nous louions pour l'été. Une petite maison en Provence avec un jardin et des pommiers. Léon jouait au ballon dans la cour avec ses amis. Les cris et les rires parvenaient par la fenêtre ouverte. Alicia préparait le déjeuner sur la véranda. Je l'aidais à couper les légumes. La radio jouait quelque chose de léger, d'estival. Nous nous sommes regardés et avons souri. Le livre d'Alicia était devenu populaire de façon inattendue. D'abord, on en avait parlé sur des blogs, puis les grands médias avaient suivi. Elle avait été invitée à plusieurs interviews. Elle était intervenue lors d'une conférence sur les droits des femmes. La maison d'édition avait proposé un contrat pour un 2e livre. J'étais passé dans une nouvelle entreprise au poste de développeur senior. Le salaire était devenu plus élevé qu'à mon ancien travail. Le patron s'était révélé être quelqu'un de bien. Quand il avait appris notre histoire, il avait seulement dit qu'il respectait les gens qui n'abandonnaient pas. Léon s'était épanoui, était devenu capitaine de l'équipe de football de l'école, avait reçu un diplôme pour sa participation aux Olympiades de mathématiques. Parfois, quand je le regardais, je ne pouvais pas croire qu'il y a 2 ans il s'était enfui de la maison par désespoir. Nathan avait rencontré une fille, une relation sérieuse. Il nous l'avait amenée plusieurs fois pour dîner. Elle nous avait plu, intelligente, gentille, avec un bon sens de l'humour. Nathan m'avait dit en secret qu'il prévoyait de faire sa demande. J'étais heureux pour lui. La mère d'Alicia avait emménagé près de nous. Nous lui avions loué un appartement non loin. Elle aidait avec Léon, cuisinait des tartes, prenait soin de nous. Les relations entre elle et Alicia étaient devenues chaleureuses, confiantes. Alicia avait pardonné à sa mère ses années difficiles. Justine et Patricia, les amies d'Alicia, avaient aussi trouvé leur voie.
Justine s'était mariée, avait eu une fille. Patricia avait ouvert son entreprise, un studio de yoga. Elle venait parfois nous rendre visite. Nous restions assis sur la véranda jusqu'à tard dans la nuit. Parlions, rions. Ce maître chanteur avait écopé de 3 ans avec sursis. Le matériel sur les filles avait été détruit par décision de justice. Il avait écrit à Alicia de la salle d'audience, s'était excusé, avait dit qu'il avait compris la douleur qu'il avait causée. Alicia avait répondu qu'elle pardonnait. Pas pour lui, pour elle. L'article dans le média en ligne avait été supprimé après de longues procédures judiciaires. La rédaction avait présenté des excuses officielles, versé une compensation. Nous avions dépensé cet argent pour des vacances en famille. Nous étions allés en Italie. Nous avions marché dans Rome, bu du vin sur les terrasses, regardé les collines. Je me suis souvenu de ce soir où j'avais vu pour la première fois le dossier protégé. Comment mon cœur s'était arrêté de peur et de soupçon. Comment je ne savais pas si je supporterais la vérité. Maintenant, tout cela semblait lointain, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. J'avais changé. J'étais devenu plus tolérant, plus sage. J'avais appris à accepter les gens tels qu'ils sont, avec leur passé, leurs erreurs, leurs douleurs. J'avais appris à ne pas juger, à ne pas condamner. Alicia aussi avait changé, avait cessé de se cacher, d'avoir honte. Son livre, son ouverture avaient aidé des dizaines de filles. Elle recevait des lettres de remerciement, avec des histoires sur comment ces mots avaient donné la force de continuer à vivre. Elle avait commencé à tenir un blog où elle parlait honnêtement de son passé, de sa lutte contre la dépression, de son chemin vers l'acceptation de soi. Le blog avait des milliers d'abonnés. Alicia était devenue la voix de celle qui avait peur de parler. Un jour, je lui ai demandé si elle regrettait quelque chose. Alicia a réfléchi, a dit « Je regrette d'avoir dû traverser ce que j'ai traversé, mais je ne regrette pas qui je suis devenue grâce à cette expérience. » J'ai compris que je ressentais la même chose. Je regrettais la douleur, la peur, les nuits blanches, mais je ne regrettais pas d'être resté, d'avoir lutté, d'avoir aimé Alicia à nouveau, plus profondément, plus fort, plus consciemment. Léon a couru sur la véranda, essoufflé, content, a demandé à boire. Je lui ai versé de l'eau, lui ai ébouriffé les cheveux. Il a souri et reparti en courant vers ses amis. Alicia s'est approchée par derrière, m'a serré dans ses bras, a posé sa tête sur mon épaule, a murmuré « Je t'aime ». J'ai répondu « Moi aussi je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours ». Nous sommes restés ainsi, enlacés, regardant Léon, les pommiers, le ciel du couchant. La vie n'était pas parfaite, mais elle était nôtre, authentique, gagnée par chaque jour de lutte, par chaque choix de rester. Je pensais à ceux qui se retrouveraient dans une situation similaire, aux hommes qui apprendraient le passé de leurs femmes, aux femmes qui auraient peur de dire la vérité. Je voulais leur dire « N'ayez pas peur, la vérité guérit, même si au début ça fait mal. » Ce n'est pas le passé qui compte, c'est qui la personne est devenue en le traversant. Ce qui compte, c'est la volonté de changer, de grandir, d'aimer malgré tout. Le bonheur n'est pas d'éviter les problèmes. Le bonheur, c'est de les traverser ensemble, en se tenant la main, sans lâcher. Maintenant, je sais exactement qui était et qui est ma femme. Et surtout, je me connais moi-même. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que l'amour n'est pas un sentiment qui vient tout seul. C'est un choix qu'on fait chaque jour. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi ma famille. J'ai choisi la vérité. Et je ne regrette rien. Le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de tons orange et rose. Alicia serrait ma main plus fort. Léon riait quelque part au loin. La radio jouait notre chanson, celle sur laquelle nous avions dansé à notre mariage. La vie continuait, pas comme je l'avais planifié, mais peut-être même mieux, parce qu'elle était authentique.